Bastos a-t-il quitté Aja, le plateau de Samzira? Ilona Goss est-elle en séparation avec Paul André? Du moins, c'est les indices qui sont en train de tomber sur Internet. Adixia, toujours en guerre contre Simon Ferro pour son magnifique Nicolo. Je vous raconte tout ça aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Mix the Tea, l'émission qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Au cœur de celle-ci, nous avons pas mal de sujets sur lesquels on doit discuter. Aujourd'hui, j'ai trop hâte de vous présenter l'émission. J'espère que vous êtes contentes et contents de me retrouver. Et évidemment, comme chaque semaine, nous commençons l'émission avec une petite mise au point. Bienvenue sur MTT. Pour la mise au point cette semaine, premièrement, je souhaite un bon retour au travail, à l'école et également à la fac pour les personnes qui étaient en vacances. J'ai ouï dire que ces vacances sont terminées, donc j'espère que votre reprise se passe bien. Vu les dates qui approchent également, je pense que des examens vont pas tarder à pointer le bout de leur nez. Donc pour ça aussi, je vous envoie du courage. Si vous êtes en révision, si vous passez des oraux ou peu importe, j'espère que tout se passe très bien pour vous. Je vous envoie tout le courage du monde et j'espère sincèrement que vous réussirez dans vos projets. Deuxième chose, vous l'avez vu, je suis muni de orange. Je ne sais pas pourquoi. J'avais très envie de avoir un look un peu coloré pour MTT parce que bon, ok, la semaine dernière, on était sur un truc vert, mais là, j'avais envie d'un petit peu de chaleur, caliente, je sais pas. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? C'est peut-être l'effet Nicolo m'a trompé qui me donne envie de me remettre sur le marché. Si vous n'avez pas la blague, c'est pas grave, il m'a pas trompé. Calmez-vous. Dernier point, je me suis réveillé ce matin avec une très grosse migraine. Donc si jamais vous voyez des décalages dans ma tête, plus les actus qui suivent, etc., c'est que je ferai le tournage en plusieurs parties. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Donc je vais juste prendre mon temps et filmer cette émission comme si je papotais avec mes copines dans un café. Et je vais pas trop me mettre la pression pour celle-ci. Donc je suis désolé si vous la trouvez un peu plus lente ou peu importe comparé à d'habitude. Et enfin, dernier point, n'oubliez pas de liker l'émission, ça aide tellement à la faire grandir. La semaine dernière, l'émission au début, elle performait pas trop comparée aux autres et vous avez été super nombreuses et nombreux à liker. Je crois qu'on a quasiment atteint les 1500 likes si je dis pas de bêtises. Et du coup, ça fait que l'émission, elle est remontée d'un coup dans les recherches d'autres personnes. Donc c'est pour ça, n'hésitez vraiment pas, ça prend un instant. Objectif 1500 likes, ce serait incroyable. Vous pouvez également commenter chaque actu, vous savez que je réponds à tout le monde et abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez me soutenir. Avant d'entrer dans les stories de la semaine, comme d'habitude, nous allons faire un petit sommaire de ce nouveau MTT. Tenez-vous prêts, ça va barder. Au sommaire de cette émission, énormément d'actu. Nous commençons avec 4 stories de la semaine. Aneya tacle les pélissards, Nicolo un dîner presque parfait, le mari de Mila Jasmine serait en prison, et enfin Bastos tacle Clarisse qui se défend et l'unfollow. Dans le top actu, nous avons énormément de choses. Lena serait en couple avec Ilan, Nicolas Lodzina voit rouge, Gérard Depardieu est condamné, Adèle Laurent visé par le gouvernement, ou encore Noémie Mabelleux qui reprend la parole par rapport à la GLC. Non pas un, mais 2 avis de la semaine aujourd'hui. Bastos aurait-il quitté Aja? Et surtout, mon avis sur l'interview avec Ethan Berebi. Un cœur actu bien chargé également. Le Festival de Cannes 2025 sera mis à l'honneur. Michou a été vu avec une femme et pas n'importe laquelle. Vanessa Lawrence a été vue en cité achetant des produits illicites. Cyril Hanouna annonce son grand retour. Ilona Goss serait-elle séparée de Paul André? Amel Ben se confie et Héloïse Appel a fait une nouvelle opération. 3 actualités internationales également. Update sur le procès de P. Diddy, update sur le procès de Kim Kardashian et Taylor Swift a été appelée pour parler de l'affaire Blake Lively. Et enfin, non pas un, mais bel et bien 2 dossiers de la semaine. Nous avons Adixia en guerre avec Simon Ferro et Camila qui donne des nouvelles par rapport à son petit frère. Une émission riche en acidité, d'où les oranges qui sont sur mon pull. J'espère qu'elle vous plaira. C'est parti, jingle, story de la semaine.
Je commence les stories de la semaine par vous parler de la dernière vidéo de Jérém Star avec Anéa. Il avait dit que lorsque celle-ci accoucherait de ses enfants, il retournerait dans l'Utah pour tout simplement faire une baby story avec Anéa. C'est donc quelque chose qui a été fait. J'ai vu la vidéo. Il y a des choses qui m'ont beaucoup surpris et qui m'ont beaucoup choqué, notamment le fait que Anéa dit que si jamais ses enfants sont gays, ça la rendra super triste, etc. J'étais là en mode oh my god, ok, mais après bon, que voulez-vous que je vous dise, ce sont ses croyances, c'est sa foi, etc. Mais j'avoue que l'entendre en fait, j'étais là en mode ok, donc si j'avais été son enfant, elle aurait été triste de m'avoir. Ouais, bref, ça m'a un petit peu, je sais pas, ça m'a un petit peu retourné, mais ce n'est pas tout parce qu'il y a eu beaucoup de petits extraits qui sont sortis. Il y a beaucoup de choses qui ont tourné par rapport à cette vidéo et j'ai vu chez DumpFR 3 petits extraits que je voulais mettre en avant, mais ici j'en ai choisi un. Les autres, je crois qu'on les verra sur Twitch. Anéa annonce un petit tacle à la famille Pélissard et vous savez que quand on cherche la famille Pélissard, on les trouve. Mon point ici est-ce que vous pensez, tout comme elle avait littéralement taclé Samzira, qu'elle cherche à piquer parfois dans des contenus, etc., des personnes qui peuvent répondre et qui donc peuvent alimenter un certain buzz autour d'une histoire. Et donc, Anéa est vue, je vous rappelle que son travail quand même est d'être vue sur les réseaux sociaux, de faire du placement de produits, etc., etc. Donc, est-ce qu'en taclant Amandine Pélissard, elle cherche une réponse et donc une polémique et donc, vous savez, des vues? C'est une question que je me suis posée et du coup, je me permets de vous la poser en vous laissant regarder cet extrait. Les envies de femme enceinte, toi, à mon avis, tu nous couvres quelque chose encore. Moi non, c'est impossible, j'ai mes stérilets. Mais tu veux plus d'enfants? Si, j'aimerais bien encore, mais je les enlèverai en temps voulu. Encore des gosses, combien? En 4. 4 en tout ou en plus? Non, en tout. Waouh. Même si j'en ai 5, 6, ça me dérange pas. C'est pas vrai. Oui, j'aime bien. C'est pas vrai. Oui, j'adore. Tu vas finir comme la famille Pélissard? Ouais. Peut-être, mais pas sur les sites pour adultes, ça c'est sûr. Oui, j'imagine bien que les Mormons seraient pas très d'accord. Ce serait un peu problématique pour l'église. Voilà. Nicolo est de retour. Nicolo est de retour, il est avec Adixia et surtout, il y a beaucoup de petites choses qui se disent à son sujet. Alors, j'ai vu des stories passer, je vais pas vous les mettre, où les gens critiquent sa coupe de cheveux en disant que ses cheveux ça va pas du tout, que c'est trop long, que c'est machin, que c'est bidule. Mais ce n'est pas celle-ci que je voulais mettre en avant ici, étant donné qu'il y a également, en parallèle de Adixia et Nicolo, une diffusion de Un dîner presque parfait, édition spéciale mariage qui tourne actuellement à la télé. Et dans cette édition, nous avons Simon et Adixia qui sont ensemble, qui sont heureux et qui font un dîner presque parfait. Évidemment, vu le contexte où Adixia est en guerre contre Simon et en couple avec Nicolo, eh bien, il y a beaucoup de gens qui envoient les extraits à Nicolo, qui lui envoient des messages en lui disant « Regarde, il y a Adixia à la télé avec Simon, t'as vu, finalement, elle te trompe, ils sont toujours ensemble. » Alors que, personnellement, on sait que les tournages de type Un dîner presque parfait, c'est fait ultra à l'avance, ça sort ultra tard. Des fois, tu as même des épisodes qui sont recyclés. Et du coup, je comprends pas trop les gens qui vont embêter Nicolo avec ça. Donc, il a décidé de passer un petit message en story, un message qui a été entendu, je l'espère. Je vous laisse regarder et voilà. En plus, vous pouvez admirer la beauté de mon ancien mari. Non, je m'en remettrai pas. Qu'il a piqué, qui m'ait trompé avec Adixia, je ne m'en remettrai pas. Ah, une dernière chose pour tous les rigolos qui m'envoient les contenus du dîner presque parfait de cette semaine. Je sais pertinemment qu'il y a la semaine spéciale mariage, je sais pas quoi, diffusée cette semaine. Et je sais aussi que ça a été tourné à l'âge des dinosaures. Du coup, inutile que vous m'envoyez ces contenus en essayant de me piquer parce que ça ne marche pas et ça me passe sur le plan clé de mon indifférence. Voilà. Et c'est tenter autre chose parce que ça, je m'en carre l'oignon. Et voilà, c'est du passé et il faut voir le futur, pas le passé. Ciao. Alors ça, c'est tombé comme un coup de tonnerre, on va dire, une petite cerise sur le gâteau là qui s'est rajoutée dans mon émission. J'ai vu sur Exclu TV que Aquababe avait pris la parole disant que le mari d'une candidate de télé-réalité serait lié à des délits, des crimes très très graves, à une personne qui a fait des crimes très très graves et que ce mari en question serait en prison.
J'ai vu chez Exclu TV que le titre parlait du mari de Mila Jasmine. J'ai vu ça un peu tourner sur les réseaux sociaux. Cependant, on n'a pas vraiment de nouvelles. On n'a pas de nom, on n'a rien. Et du coup, je me demande en fait comment est-ce que les gens peuvent parler du mari de Mila Jasmine. Si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire de pourquoi est-ce que on parle de lui. Dans tous les cas, je vais vous laisser écouter ça. Après, je tiens quand même à dire qu'on doit prendre ces informations-ci avec un certain recul et des pincettes parce que Aquababe a souvent raison sur ses scoops, etc. Mais même là, il parle au conditionnel. Donc, faisons attention et surtout, on verra bien ce qu'il en est. Au moment où je parle, je vous le dis, il n'y a pas de nom réellement qui est sorti. C'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du mari de Mila. Donc, je ne sais pas. Je vous laisse écouter. Plus sérieusement, mes chipis d'amour, j'ai une info de dingue à vous divulguer. Votre Gossip Girl a une information capitale. Écoutez-moi bien. En gros, ça serait concernant le mari d'une candidate de télé-réalité qui serait en prison à l'heure actuelle par rapport à l'affaire Mohamed Amra Lamouche. Je vous donne pas plus de détails. Je suis en cours d'enquête. J'attends confirmation par rapport à mon ami flic. Sachez que si l'info est vraie, avérée, certifiée, numéro d'écrou, tout, ça va casser Internet. Vous allez être choqués parce que bien évidemment votre Gossip Girl ne tease jamais et ne sort jamais d'informations à moitié. Si je vous dis que c'est une candidate de télé-réalité, je vous sortirai bien évidemment le nom du mari et la candidate en question. Donc voilà. Donc oui, le mari d'une candidate de télé-réalité, apparemment, il sera en prison par rapport à Mohamed Amra. Quand il y a eu l'interpellation, eh ben, il faisait partie du lot. Voilou, je vais enquêter davantage, je vais attendre des confirmations, je vais faire 2-3 coups de fil, là, maintenant, tout de suite. Et vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et j'en dis pas trop par rapport à la mouche ici, parce qu'on a été voir ça en live et c'est quand même très grave et j'ai peur que les mots ne passent pas pour YouTube. Donc n'hésitez pas à aller faire une petite recherche Google. Et enfin, les amis, je termine les stories de la semaine avec un clash entre Clarisse et Bastos. Je vous raconte ce qui s'est passé. En gros, dans le canal de Bastos, il s'est passé des petites choses. Il y a quelqu'un qui a envoyé un message anonyme à Bastos pour lui dire que Clarisse n'était pas avec Patrick, mais qu'elle était avec un joueur de football ou je sais pas quoi, etc., etc. Et Bastos a partagé ça dans son canal Instagram, où il y a plein de candidats de télé-réalité. Et Clarisse a répondu, elle était en colère. Elle a dit « Ça fait 2 fois que tu partages des infos sur moi sans preuve, je pense que ça commence à faire beaucoup. Colporter des fausses rumeurs qui peuvent engendrer plusieurs messages très mauvais et donc mener à du cyberharcèlement, tu sais très bien ce que tu fais. Merci de faire attention à ce que tu partages ou au moins te renseigner auprès de la personne concernée, en l'occurrence moi. Si on écoute tes scoops, il y a 2 semaines j'étais en couple avec Patrick, couple fake pour le buzz, soi-disant j'étais déjà avec lui avant le tournage et tout était préparé, et puis finalement si on t'écoute, aujourd'hui j'étais déjà en couple avant le tournage mais avec quelqu'un d'autre. Ça en dit long. Bastos répond juste « Welcome back Clarisse », donc c'est faux. Clarisse dit « C'est mon procès ici, je dois répondre à des questions qui ne concernent personne d'autre que moi. Comme si je te devais des comptes, c'est hilarant. La vraie question, c'est pourquoi tu partages des infos sorties d'un compte anonyme comme si ça valait quelque chose. Genre, t'as pas mieux comme contenu à offrir, toi, grand Bastos. Ce que je fais de mes fesses ne concerne encore que moi, Dieu merci. » Et là, je suis en train de remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les messages de Clarisse dans le canal comparés à ceux de Bastos. Peut-être que les gens sont d'accord avec Clarisse. Bastos a répondu en disant « Dis que c'est faux, j'enlève Clarisse, mais du coup tes fesses, t'en as fait quoi, je comprends pas. » Parce que le gars propose une théorie qui honnêtement se tient un peu. Voilà, et Clarisse a unfollow Bastos après ça, ce que je peux comprendre, parce que je trouve que ça va quand même un peu loin. Je veux bien que tu sois genre en mode... là, il est en mode blogueur en fait. Et personnellement, moi, c'est des choses qui me dérangent et je me dis, la pauvre, ok, elle est publique et tout, mais c'est-à-dire quelqu'un dit quelque chose, hop, on le prend comme vérité absolue, on le met dans un canal et je sais pas, moi personnellement, ça me dérange. Vous me direz ce que vous en pensez. Et pour le coup, soutien à Clarisse. Story de la semaine rajoutée en mode exclu après mon tournage d'émission, Camille Froment a posté une story où elle parle du fait qu'elle serait en couple. Elle a fait une révélation sur sa vie sentimentale, elle s'exprime en disant « On dirait que j'ai perdu l'habitude, c'est trop bizarre, des fois j'ai envie mais je ne sais plus comment faire pour parler de sa nouvelle relation » et elle a posté une photo parce qu'on lui dit « T'es de nouveau en couple » et elle montre une photo avec un homme. On lui demande aussi un nouveau bébé prévu et elle dit « Vraiment pas maintenant, j'aimerais une tribu d'enfants d'ici quelques années. » Si Dieu veut. Vous me direz ce que vous en pensez. Camille Froment, elle fait pas beaucoup parler, mais quand elle fait parler, c'est souvent amour. Autre chose que je rajoute en voix off en story de la semaine, Carla Moreau. Nous avons une vidéo TikTok récente qui met en scène Carla Moreau et sa fille Ruby qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux.
Dans la vidéo, Carla parle à ses abonnés de sa perruque et une intervention de Ruby change le ton. Elle s'empare du téléphone, elle taquine sa mère sur la longueur de ses cheveux. Malgré les tentatives de Carla pour relativiser, Ruby finit par retirer la perruque en direct, révélant les cheveux naturels de Carla. Surprise et amusement, et Carla réagit avec humour. On va pas se mytho, c'est une vidéo qui est à la fois drôle et qui a suscité des avis partagés. Certains internautes saluent la complicité entre la mère et la fille, d'autres critiquent un manque de respect de la part de l'enfant, pointant du doigt une éducation beaucoup trop laxiste. Donc on est sur une vidéo qui divise, est-ce qu'on est sur un moment tendre ou un comportement déplacé? Moi je vous dirais que le truc qui me dérange encore une fois ici, c'est que Carla parle à ses abonnés mais qu'on met en avant la petite, c'est-à-dire que la petite est vraiment instrumentalisée pour être visible sur tous les contenus. Je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez. Des extensions que je vais me poser dans pas très longtemps et j'espère que ça va donner le même résultat. Il adore des extensions. Ses cheveux ils sont tellement courts. Ah bah merci. Rien qu'elle me casse. Je l'ai dit à tous tes abonnés. Hein. Alors, non, et en plus c'est pas vrai parce qu'il pousse mes cheveux, mais c'est sûr qu'il me sent pas comme ça. Hein. Tu veux que j'enlève la perruque? Elle est menaçante, hein, celle-là. Elle prend trop de graines. Toi aussi, c'est une perruque, hein. Regardez mes longs cheveux, moi. Ouais. Ils sont tellement longs. Elle, il a les cheveux, regardez. Si je me les coupe, ils sont là, ses cheveux. Ouais. Je vous disais quoi, que j'espère que là avec les extensions je vais avoir la même coiffure et la même... Maman, tu veux que j'enlève la perruque? Vas-y, enlève la perruque. Regardez. Autre chose rajoutée en voix off que j'ai vu chez Aquababe, selon les dernières informations du blogueur, sur le tournage de la villa, Marwa aurait failli en venir en main avec une autre candidate et je vous parle de Cynthia, sa pire ennemie. Cynthia aurait provoqué la colère de Marwa, je cite, Marwa aurait voulu frapper Cynthia sur le tournage parce que Cynthia l'avait une nouvelle fois surnommé Jafar devant les caméras. Maxence aussi était au casting, il serait intervenu pour s'interposer et éviter que ça dégénère, mais ça ne se serait pas passé comme prévu et Marwa aurait tellement câblé qu'elle aurait voulu frapper Cynthia et donc elle aurait griffé Maxence en guise de dommage collatéral. Résultat, Marwa aurait été provisoirement écartée du tournage. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est pour ça qu'elle est repartie avec Vincent? J'en sais rien. Dans tous les cas, ça nous montre encore une fois que Marwa ne saurait pas garder son sang-froid. Story de la semaine rajoutée en voix off, j'ai vu ça pendant que je faisais mon montage, mais Bastos est victime d'une invasion. Et pas une invasion de n'importe quoi, étant donné que je vous parle d'une invasion de fourmis. En effet, il a posté une petite vidéo dans sa story Instagram où il appelle à l'aide sa communauté, demandant si jamais d'autres personnes ont déjà eu ce type de problème. Donc je partage sa story si jamais vous avez des solutions peut-être à lui proposer, peut-être que d'ici là tout ceci sera réglé. En tous les cas, c'est quand même une invasion qui a l'air sérieuse. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et je vais aller vérifier dans mes placards si j'ai pas des fourmis. J'ai un problème les amis, j'ai besoin de votre aide. J'ai des fourmis chez moi. Pourtant j'habite genre sous les toits, tout en haut de l'immeuble. J'ai des fourmis chez moi, je comprends pas. Il y a un produit qu'on peut mettre ou genre après elles vont aller dans leur petite galerie et elles vont se propager le poison en se touchant les unes avec les autres. Il y a une solution miracle pour ce genre de truc. Je sais pas d'où elles viennent. Tout d'un coup, je trouve 20 fourmis à côté de ma vaisselle ce matin. Je capte pas. Ça fait quelques jours que... Je pense que c'est les voisins d'en dessous qui doivent être des crados. C'est eux que je devrais empoisonner. Si vous avez des tips, je veux bien. Merci. Help. Je veux me débarrasser de ça. Pas pour les voisins, hein, pour les fourmis. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine. Aujourd'hui, on va pouvoir passer au Top Actu. Top Actu qui est quand même pas mal chargé, donc j'espère qu'il vous plaira. On a beaucoup de trucs à l'intérieur et pour le coup, on est sur une semaine qui va être longue. Je pense sincèrement que l'émission va durer 2 heures cette semaine parce qu'on a vraiment beaucoup de choses et j'ai beaucoup de points à faire avec vous. Alors c'est parti, on rentre dans le Top Actu. Let's go!
Je commence par vous parler de Mariés au premier regard. Alors je vais pas vous mytho, j'ai absolument pas guetté cette nouvelle saison, mais Bruno, un ancien participant de la 6e saison, a pris la parole dans une interview qui a été accordée à la chaîne YouTube Coïncidence Story. Il a voulu faire un petit bilan, qui d'ailleurs est assez acide, de son expérience qui a été diffusée sur l'émission. Il n'a pas hésité à pointer du doigt certaines participantes qui l'accusent d'avoir instrumentalisé l'émission à des fins personnelles. Je vous rappelle que l'émission elle est censée marier deux inconnus qui sont compatibles scientifiquement via un laboratoire de l'amour, mais pour Bruno, la réalité est aujourd'hui bien différente. L'ex-mari de l'émission parle d'un tableau désenchanté. Selon lui, de nombreuses femmes ne participeraient plus par envie de rencontrer l'amour, mais plutôt pour accroître leur visibilité sur les réseaux sociaux. Il dit, aujourd'hui toutes les meufs qui ont fait Mariés au premier regard, tu peux aller regarder, la plupart elles cherchent ça. Il dit qu'en gros, elles utiliseraient la télé comme un tremplin vers une carrière d'influence. Selon lui, l'émission est devenue un simple moyen de percer. Bruno parle aussi il appuie ses propos en fait avec des anecdotes personnelles, notamment sur ses relations avec Jennifer et Alicia. Il a dit tout ce qu'elle voulait, c'était la fame, devenir influenceuse, c'était un script et moi je faisais partie du puzzle. Et au début, je me disais, mais attends, le mec il parle que des femmes, c'est assez... tu crois que les gars ne font pas ça non plus? On le sait maintenant qu'à la télé, oui, il y a du sincère, mais il y a aussi beaucoup, pour ne pas dire 80% de gens qui y vont pour avoir une certaine visibilité et tomber dans l'influence. Mais justement, Bruno, il a étendu tout ça aux hommes. Il a dit qu'il y en a beaucoup qui veulent bâtir une carrière d'influence sur les cendres d'un passage télévisé. Il dit tous les mecs qui cherchent ça, ils se mentent à eux-mêmes. La femme, c'est quand même la pièce maîtresse du mariage. C'est elle qu'on regarde, c'est elle qui marque les esprits et je trouve ça normal. Il dit que c'est très dommage parce que pour lui, il compare ça aux joueurs de foot en disant que c'est comme un joueur de foot, au début tu es dans la lumière et puis après on t'oublie. Alors moi je pense sincèrement que quand tu arrives dans la lumière, tu peux en faire des bonnes choses et que tu peux, si tu le veux en fait et si tu travailles pour, ne pas être oublié. Mais à travers ce témoignage, Bruno, il parle quand même des dérives de la télé-réalité actuelle. C'est vrai que son discours il soulève certaines questions. Est-ce qu'on peut encore penser qu'il y a des choses authentiques et sincères quand on regarde une émission, ou alors est-ce que tout le monde est vraiment là pour tout simplement avoir une lumière, une visibilité, finir sur les réseaux sociaux et dans l'influence? C'est une question qui se pose de plus en plus, qui est totalement légitime, surtout quand nous, téléspectateurs, on est là en mode « Ah, on aime trop ce couple, mais est-ce que ce couple existe vraiment ?» Telle est la question. Sur Tinder, il y a une chasseuse de tête chargée de trouver des candidats. T'es dans l'entonnoir, t'es à la fin d'un tournage et tu dis « Mais en fait, si tu fais pas cette scène... » Donc là, tu dis « C'est sérieux ». Ouais, là tu te dis « Ouais, c'est chaud quoi, okay. C'est chaud. » J'ai vu ces trucs, mais des menaces de mort et tout. Mais non. Et là, je vois mon père pleurer. Quand le mec, il dit « Je veux pas ce type de femme », et qui lui ramène ce type de femme qu'il voulait pas du tout, vraiment, l'émission, qu'est-ce qu'elle attendait? C'est que le mec il dit non mais... Non. Bah non. Dites-moi si vous regardez cette nouvelle saison de Mariés au premier regard, parce que pour ma part, pas du tout. Léna Guyou, elle n'arrête pas de faire parler d'elle pour plein de raisons. Vous le savez, elle a eu une relation avec Adil Rami qui aujourd'hui appartient au passé. Après 2 mois de rumeurs, eh bien, l'ancienne candidate de télé semble aujourd'hui déterminée à tourner la page avec Ilan Castronovo. Oui. Leur dernière apparition médiatique à Léna et Adil était en 2022, mais je vous rappelle qu'en juillet 2024, on avait aussi des rumeurs de complicité assez palpables. Léna avait été vue à l'arrière du scooter de Adil à Bali, mais bon. Pourtant, malgré tout ça, on a quand même eu pas mal d'informations. Aquababe disait qu'il y avait un retour de flamme qui était en cours, mais qu'il était de courte durée, étant donné qu'apparemment, il y avait quand même pas mal d'accusations. Léna s'exprimait sur le fait qu'elle était très mal de le voir à la télé. Elle disait qu'elle avait pris un rendez-vous avec un psy, que si elle parle, elle brisait sa vie, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui disaient que apparemment, elle aurait beaucoup de choses à dire, mais qu'elle ne voulait pas le faire, peut-être par respect, par peur des retombées, etc. Et il y en a beaucoup qui disaient qu'elle allait beaucoup trop loin, en fait, et qu'elle était, entre guillemets, dans le mensonge. Je me permettrai pas de dire ça, personnellement. Mais bon, quoi qu'il en soit, depuis quelques jours, les réseaux s'enflamment autour d'un rapprochement. Ilan et Léna.
Connu pour ses provocations, ses flirts incessants et ses multiples anciennes apparitions à la télé avec les filles, Ilan n'a pas manqué de semer le doute. En fait, il y a une vidéo qui a été relayée sur Instagram. On l'entend dire « Viens, on s'embrasse, non mais c'est pour voir si on a toujours des sentiments. Viens, on part une semaine en Grèce ensemble. Léna, je t'aime. À chaque fois que je te revois, je tombe amoureux. » Évidemment, ce sont des déclarations qu'on fait réagir tout le monde. Est-ce qu'elles sont sincères? Est-ce que c'est pour faire du buzz, encore une fois? La rumeur a pris encore plus d'ampleur parce que Ilan a publié une nouvelle story dans un restaurant à Monte-Carlo. Il écrit « Mon date ». Viens, on s'embrasse. Laissez pas. Calmez votre base. Mais non, mais c'est pour voir si on a toujours des sentiments. Il y a 2 secondes, il m'a proposé genre, viens, on se fait une escapade. Je suis en plein chaud, ça fait 1 heure que je lui propose des vacances. Non, mais on peut aller en Grèce une semaine. On fait des câlins et on mange des salades grecques. Oui, allez. Malena, je t'aime. Ouais, je sais. En fait, à chaque fois que je la revois, je retombe amoureux d'elle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qui était caché et qui nous a pris notre premier bisou qui était vachement sensuel. C'est pas embrassé autrement. Ouais, c'était. Croyez-moi ou pas, c'est mes plus longues relations. Désolé pour tout ce que je t'ai fait. Je t'aime. Ah, Léna, je suis désolé vraiment. Pardon. T'as fini quand? Non, putain. Pardonne-moi. Je recommencerai plus, je te jure. Promis. Non, il a. C'est un non. Ton odeur me manque. Non. Évidemment, Léna a réagi dans la foulée. Elle a repartagé la story, elle barre le mot date avec une croix rouge et elle écrit BFF, ce qui veut donc dire Best Friend Forever. Un geste très simple qui rappelle à Ilan et aux internautes qu'elle n'est pas en date, mais qu'elle est avec un ami à elle. C'est difficile à dire si Ilan est sincère, s'il veut vraiment quelque chose avec Léna ou s'il est dans le buzz. Léna affirme qu'elle veut se reconstruire de son côté suite à son ancienne relation, et de l'autre, Ilan, il multiplie les gestes ambigus. Moi, je pense qu'on est vraiment sur une amitié, qu'on est sur une complicité amicale, et que Ilan, à son habitude, en joue énormément pour faire du bruit, du buzz, qu'on en parle et que je vous fasse une actu, évidemment. MTT, c'est la référence. Non, je rigole. Mais c'est vrai que je pense sincèrement qu'il n'y a rien, en fait, et que juste Ilan s'amuse comme d'habitude, et c'est lourd. Moi, ça me saoule. Sauf si Léna veut en rigoler avec, mais si elle n'est pas consentante à ses blagues, un peu bizarre. Nicolas Lodzina a fait tellement de bruit ce milieu de semaine. C'est une personnalité bien connue de télé, je pense que vous le connaissez, et il y a eu un match de football amateur à Liège en Belgique. L'événement opposait les Petits Bleus à une équipe croate et ça a pris une tournure inattendue. Ça s'est déroulé le week-end dernier et il y a eu pas mal de petites choses sur le début de semaine, du coup je vous en parle. Nicolas a voulu clarifier la situation publiquement parce qu'il a donné sa version des faits suite à ce que des vidéos sortent montrant qu'il a été embarqué par la police. C'est un match qui a été présenté au départ comme un moment de convivialité sportive et ça a dérapé, mais vraiment énormément. Selon ce que Nicolas dit, tout serait parti d'un geste maladroit. Il dit qu'un supporter de chez nous, donc chez eux, a planté un drapeau dans leur camp. Le drapeau a été arraché et jeté. Ça n'a pas plu à l'équipe croate parce qu'ils sont très patriotes. Quand on touche à un drapeau, il y en a beaucoup qui peuvent disjoncter. Il a dit qu'aucun propos haineux ou injurieux n'aurait été prononcé de la part de ses coéquipiers ou des supporters qu'il connaît, mais le ton serait quand même monté, la situation a dégénéré et donc Nicolas et plusieurs personnes de son entourage se sont trouvés bloqués sur la pelouse. Il a dit les policiers nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas nous laisser sortir ou aller à la buvette, c'était trop risqué. Alors quand on a vu ça sur Twitch, il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça se trouve il y avait aussi peut-être l'alcool qui a pu jouer un rôle dans tout ce qui s'est passé. Il y a aussi une personne qui m'a dit qu'elle connaissait un petit peu ce genre de match et qu'il y avait souvent malheureusement ce genre d'altercation. Et à ce moment-là, donc au moment où ils étaient bloqués sur la pelouse, un individu s'en serait pris verbalement à Nicolas en parlant mal de son fils Zlatan, âgé de 4 ans. Il dit qu'il ne savait plus comment l'atteindre, donc ils ont insulté son fils. Et là, il a vu rouge et il a voulu aller très loin. Il dit qu'il déteste la violence, mais qu'il a perdu son sang-froid, qu'il ne s'est jamais battu dans toute sa vie, mais que là, on ne touche pas à son fils, que c'est quelque chose qui était beaucoup trop pour lui et que par conséquent, c'est pour ça qu'il a perdu son sang-froid. Alors honnêtement, je suis contre la violence aussi. Je suis contre les explications de Nicolas parce que je sais pas, je trouve que c'est plus des justifications que des explications, pardon. Cependant,
on est qui pour insulter le fils de quelqu'un? Enfin, je sais pas, ça me choque. Nicolas termine par dire que c'est un match, que c'est du foot, que c'est censé être du plaisir et qu'il y a des choses qu'on ne devrait jamais dire, encore moins dans un cadre de divertissement. Il a dit qu'il voulait prendre du recul pour digérer tout ça, protéger sa famille, mais il répète en boucle que pour lui, le sport et ce genre d'événement, c'est censé être un lieu de partage et surtout pas de haine. Vous me direz ce que vous en pensez. On va revenir un peu sur le match d'hier. Sur tous les incidents qu'il y a eu. Parce que ça défile sur les réseaux, etc. Encore Lozina et tchiki-tchak. Je suis pas quelqu'un de violent. Je déteste la violence. Je suis vraiment contre la violence. D'ailleurs, je pense que je me suis jamais battu de ma vie à 31 ans. Ça s'est chambré des deux côtés. On va reprendre le commencement. Un supporter de chez nous a été planté un drapeau chez eux. Ça se faisait pas. C'est quelque chose qu'il ne devait pas faire. Je ne cautionne pas ça. Sauf que quelqu'un a pris ce drapeau et l'a jeté sur un toit. Alors moi, dans mes supporters, il y a des Croates. On est très patriotes chez nous. Et quand tu touches au drapeau, malheureusement, il y en a qui disjonctent. Donc, ça c'est la première des choses. J'ai directement été calmé et j'ai retiré mes supporters de là. Ça s'est chambré, bon enfant, ils nous ont insultés en chant, nous aussi. Fin du match, on monte sur le terrain, on va les narguer. Bien évidemment, ils auront fait pareil avec nous. Les narguer, pas les traiter. Ça, je tolère pas non plus. Les jets de fumigène, les trucs, etc. J'ai fait la morale à tous mes supporters. C'est pas des choses que j'aime voir. Fin du match, donc du coup, on est bloqué sur la pelouse. Bloqué sur la pelouse. Et les policiers nous disent, voilà, vous pouvez pas rentrer dans la buvette, c'est trop dangereux, vous restez là. Ah bon? Moi, je voulais boire un verre. Je voulais aller dans le vestiaire avec eux, avec mes joueurs. Enfin, je sais pas. Et sur le bord du terrain, malheureusement, on va appeler ça des grandes biesses. 50 ans, 60 ans, en train de m'insulter. Ça ne savait plus comment m'atteindre. Jusqu'il y en ait un qui insulte mon fils. Alors ça, c'est une chose à pas faire. Ça, j'ai vu rouge. Voilà, j'ai vu rouge, j'ai voulu aller me le faire. C'est pas quelque chose aussi qui est très glorieux, j'ai perdu mon sang-froid. Mais les circonstances ont fait qu'on était bien émoustillés, on a été vraiment jetés là dans le... On nous a retapé dans le car comme ça. Enfin, voilà, mais en aucun cas je cautionne les gestes de mes supporters, certains supporters. Et ça reste du foot. Voilà, ça reste du foot. Mais les gros porcés là, qui parlent de mon fils, 4 ans, il a le mioche, vous en avez 60. Je vais vous afficher vos grosses tronches. J'espère qu'au travail, on vous a dit, mais c'est toi qui as insulté Lozina hier. Bande de baraki, va. Envisage de saisir la CFF suite au débordement face aux Croatiens. Alors les couses, faut déjà savoir, c'est que ça vous fera pas revenir l'issue du match. Vous êtes quêtés, vous êtes quêtés. Gérard Depardieu a été condamné, on en parle 5 minutes. C'est un verdict qui marque un tournant judiciaire, même si pour moi il est très léger. Le mardi 13 mai, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour agression. Les faits remontent à 2021 lors du tournage d'un film qui s'appelle Les Volets Verts, au cours duquel plusieurs femmes, dont une qui s'appelle Amélie, avaient dénoncé les comportements de l'acteur. À l'issue de l'audience, Amélie a pris la parole avec émotion. Elle a dit « C'est pour moi une victoire, un pas en avant, la justice a été rendue, j'ai l'impression ». On pouvait également lire « Ce jugement marque peut-être la fin d'un certain sentiment d'impunité dont pouvaient bénéficier certaines personnalités du cinéma ». Du côté de Gérard Depardieu, la décision passe mal. L'acteur a décidé de faire appel. On a pu entendre à partir du moment où vous êtes mis en cause aujourd'hui dans une affaire d'agression, vous êtes automatiquement condamné, peu importe les contradictions, peu importe les incohérences. La défense n'est plus acceptée. Cette décision, c'est la négociation du droit de la défense. Alors, moi, je suis désolé, mais je trouve que déjà, dans tous les cas, la peine, elle est
extrêmement légère, que ça s'est appuyé sur 1 ou 2 témoignages, pas plus, alors qu'il y en avait quand même beaucoup. Donc, je sais pas, je trouve que, ok, justice il y a eu, mais c'est un petit peu en mode, bon, allez, on passe ça ici, puis on verra. En plus, le mec, c'est avec sursis, et il fait appel, à tout moment, son appel, il passe. Donc, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais cette affaire, l'affaire Depardieu, elle va au-delà de la dimension médiatique, et on parle d'une fin progressive d'une ère où la célébrité semblait parfois protéger la responsabilité pénale, même si encore une fois, pour moi, c'est très léger. Il y a une nouvelle audience qui devra donc se tenir dans les prochains mois devant la cour d'appel, et il y aura une réexamination complète du dossier. En attendant, l'acteur reste libre, mais l'image de l'homme public continue de se fissurer. L'affaire Depardieu parle de droit, de culture et de société, et c'est devenu bien plus qu'un simple dossier judiciaire. C'est quelque chose qui est censé montrer et donner l'exemple que avoir de la lumière, avoir de la notoriété et être une grande personnalité publique ne devrait pas t'empêcher de ne pas respecter la loi. Vous me direz vraiment ce que vous en pensez, mais moi personnellement je trouve que c'est un pas en avant, mais c'est beaucoup trop léger, c'est mon avis. Très critiqué. Donc le tribunal a rendu sa décision dans l'affaire dite des volets verts. Gérard Depardieu a été déclaré coupable. Il va bien évidemment interjeter appel. Mais ce qui est très important et ce qu'il faut retenir de cette décision, c'est que pour la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris, accusation vaut condamnation. À partir du moment où vous êtes mis en cause aujourd'hui dans une affaire dite d'agression sexuelle, vous êtes automatiquement condamné. Et peu importe si vous avez et si on relève de multiples contradictions, des mensonges, voire des incohérences et des incompatibilités physiques. On considère que ce n'est absolument pas grave et pire, on considère que le fait de remettre en cause les accusations est une agression supplémentaire. J'ai vu ça passer et je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour de nombreuses personnes parce que c'est vrai qu'on fait peut-être pas forcément toujours toutes et tous attention et pourtant il faudrait. Je vous parle de Manu Curo et de Antonin Portal qui ont été en couple. Ils sont séparés depuis 2018 et Manu a fait une découverte complètement inattendue. Dans une story Instagram, elle raconte qu'elle a réalisé que son ex était toujours désigné comme le bénéficiaire de son assurance vie en cas de décès. Alors attention, je vous raconte. Antonin Portal n'est donc plus avec Manu. En janvier 2024, il épouse Barbara, je vous en parlais la semaine dernière, et ils ont donné naissance à un enfant. Et puis, attendez, est-ce que c'est elle qui a été enceinte d'un deuxième enfant? Je ne crois pas. Non, c'était Delphine. Barbara, je vous en ai parlé la semaine dernière pour son anniversaire. Bref, Manu de son côté, elle vit une existence bien éloignée de celle d'Antonin. Elle est très active sur les réseaux sociaux. C'est une influenceuse qui partage de beaux messages. J'aime beaucoup tomber sur ses contenus. Et récemment, elle a un détail administratif qui a fait beaucoup parler. Dans une story publiée sur Instagram, elle raconte qu'elle a vu qu'il y avait un prélèvement mensuel inconnu sur son compte. Elle est intriguée, elle contacte son assurance pour en connaître l'origine et la conseillère lui explique qu'il s'agit d'une assurance vie couplée à une assurance auto qui a été souscrite il y a plusieurs années. Elle dit effectivement, très juste, je me souviens de cette histoire. Et tout bascule parce qu'elle demande qui est le bénéficiaire de cette assurance vie, parce qu'elle n'en a aucune idée. Et on lui dit son ex. Donc elle dit, mon ex, choc émotionnel, je tombe de ma chaise. Pendant 8 ans après sa séparation, Manu a versé une cotisation qui prévoyait une indemnisation de 15 000 € à Antonin en cas de décès. Une clause oubliée mais qui restait en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Elle dit « Je réalise que si j'étais morte durant les 8 années qui viennent de passer, mon ex aurait touché la maudite somme de 15 000 €. Je crois que je meurs 2 fois. » Évidemment, la situation, elle est drôle parce qu'elle s'en est rendue compte, mais je trouve que c'est quand même à mettre en avant et c'est pour ça que je voulais le partager. Il y a des clauses contractuelles qui sont parfois oubliées et qui perdurent malgré les séparations, malgré les fins d'amitié, etc., etc. Cette mésaventure, je trouve qu'elle rappelle l'importance de revoir régulièrement ces contrats, notamment les assurances qui comportent des bénéficiaires désigné peut y avoir des mariages, des divorces, des ruptures. Il y a beaucoup d'étapes dans une vie qui font que faut faire quand même attention à ce qu'on signe, il faut revoir ses papiers, etc. Alors, hasard ou ironie du destin, certains liens résistent au temps et aux séparations et d'une manière ou d'une autre, elle était toujours liée à lui et si un accident lui était arrivé, Antonin aurait touché les 15 000 €. Après, est-ce qu'il les aurait acceptés ou non, j'en sais rien, peut-être qu'il les aurait donnés à la famille de Manu, bref, c'est pas la question, Manu va très bien, elle est en vie, mais tout ça pour dire qu'il faut quand même faire un peu attention. Vous me direz ce que vous en pensez, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit « Oh, attention quand même !» On en a parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant. Noémie, elle réagissait un petit peu aux épisodes de la JLC Family, que d'ailleurs, je me suis désolé, je n'ai pas encore eu le temps de tout regarder. Et elle a réagi
à d'autres choses parce que je vous rappelle qu'il y a eu beaucoup de polémiques entre Emin et Maïsan, entre Noémie qui malheureusement a dit à Jazz qu'elle préférait être avec Maïsan parce que Maïsan n'était pas bien, mais que ça ne veut pas dire qu'elle préfère quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Il y a eu pas mal de petites révélations encore une fois. Donc Noémie, à travers la GLC Family, en fait, ce qui ressort d'elle, c'est une amie loyale. Et justement, elle veut vraiment appuyer sa loyauté envers ses valeurs et ses principes. Et il y a eu beaucoup de critiques, mais il y a aussi eu beaucoup de respect. La séquence a fait réagir parce qu'on a vu beaucoup de choses. Noémie, elle a réagi à une phrase qui a été dite dans la GLC Family et c'est une réaction qui a été assez critiquée sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'elle était en train d'attaquer Jazz. Il y a des gens qui ont dit qu'elle attaquait Jazz sans raison et Noémie, elle a dit « Quand j'ai vu ça, j'étais assez choquée, mais je pense que je suis assez simple pour dire que personne ne s'élève seul. Derrière chaque réussite, il y a des mains tendues. » Et en fait, je pense que les gens ont vu ça comme une attaque parce que Jazz, elle a toujours dit qu'elle s'est construite toute seule et que machin et que bidule. Et Noémie, elle a rien dit de mal, elle a juste dit que oui, derrière une réussite, il y a forcément souvent des mains tendues, que ce soit une marque, que ce soit quelqu'un qui t'aide à trouver ta maison, quelqu'un qui t'aide à faire un bon placement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça comme une attaque. Et donc, Noémie, elle s'est prise un petit peu une sauce de « Mais comment est-ce que tu peux parler comme ça de Jazz, etc. etc. alors que c'est ton amie ?» Et Noémie, juste, c'est quelqu'un qui est très loyal, qui est très fidèle et qui est très humble. Et surtout que je trouve est très franche. Mais bon, il y a quand même des gens qui ont dit qu'il y avait un éloignement progressif de l'univers GLC. Et on peut lire sur les réseaux sociaux, Noémie, elle a tout compris, rester droite sans se mêler de tous les dramas. Franchement, Jazz devrait calmer les choses, elle alimente pour rien. Je pense que Noémie se protège et ça se voit. La suite de la saison de la GLC s'annonce explosive et j'ai vu en story Instagram que ce ne serait pas la dernière. Il y aurait une autre saison qui arrive, une autre saison qui pourrait aussi bien faire parler. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai que pour le coup, je n'ai pas encore regardé. I am so sorry. Je termine le top actu avec Adé Laurent parce que je vais rester sur mes notes, mais Adé Laurent est visé par le gouvernement pour TikTok, donc je vais rester sur mes notes. J'ai vu ça chez le Huffington Post, si je dis pas de bêtises. La ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger, a adressé mercredi une lettre ouverte au président de TikTok dans laquelle elle exprime son inquiétude profonde face au contenu diffusé par Adrien Laurent. Ancien candidat de télé converti en influenceur très suivi dans un certain domaine, il a 1,8 million d'abonnés sur TikTok. Adrien Laurent est accusé de véhiculer une vision dégradante, violente et sexualisée des rapports humains, en particulier à l'égard des femmes. Dans la lettre qui a été dévoilée par RTL et consultée par l'AFP, la ministre dénonce un ensemble de contenus qu'elle qualifie de profondément inquiétants, notamment des lives réguliers avec des jeunes filles, l'âge semble incertain, des allusions permanentes, des vidéos décrivant des pratiques violentes, souvent sans évoquer le consentement, et une esthétique de la domination masculine systématisée à l'extrême. Selon Aurore, ces vidéos participent à l'ancrage d'une culture de l'hyper-zinkianisation et de la soumission féminine et exposent un public de plus en plus jeune à des représentations qui sont nuisibles. Je suis totalement d'accord avec elle et je vous en ai parlé plus d'une fois. La ministre rappelle également que le réseau TikTok joue un rôle crucial dans la construction de repères sociaux intimes et affectifs. Je cite, « En favorisant la diffusion de telles vidéos, votre plateforme contribue à l'érosion des principes d'égalité et au maintien des schémas de domination. » Elle souligne également que le compte Instagram d'Adrien Laurent a déjà été suspendu par Meta, mais que TikTok continue de le mettre en avant. Adé Laurent, si vous ne le connaissez pas, c'est quand même une figure polémique depuis plusieurs années. Il s'est imposé sur la scène numérique en cultivant une image de mâle alpha, provocateur. Il mêle domination, vulgarité assumée, marketing viral et porno. Il a été banni de plusieurs réseaux, mais sa présence sur TikTok reste très active. Et je vous rappelle que TikTok est une plateforme qui est prisée par les 13-24 ans et qui est souvent critiquée pour la viralité rapide de contenus controversés comme celui d'Adé Laurent. Aurore Berger dit « L'influence considérable de votre réseau social vous impose une vigilance accrue. Vous ne pouvez pas vous soustraire de cette responsabilité. » Donc la ministre, elle exige des réponses concrètes à TikTok sur les mécanismes de modération qui sont mis en place, l'âge des utilisateurs ciblés, les engagements de TikTok en matière de respect du consentement, de prévention des violences S et de lutte contre les stéréotypes S. Pour le moment, aucune réponse de TikTok France n'a été rendue publique, mais cette intervention sonne très fort et on m'a dit que c'était suite au fait que Manon Tanti et Michou aient été
été invité à l'Assemblée pour justement parler de TikTok et des potentielles dérives chez les jeunes. Donc pour le moment, il n'y a rien de plus. Est-ce que Adé Laurent réagira? Est-ce que son compte sera suspendu? J'en sais rien, mais de ce que j'ai compris dans la lettre ouverte, le but serait de suspendre ses contenus et donc par conséquent son compte parce qu'il en est rempli. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je suis content qu'on essaye de faire avancer les choses par rapport à cette plateforme du démon. Et finalement, Adé Laurent a fini par prendre la parole. Dans 3 stories, il raconte sa version. Il dit une bonne grosse brochette de diffamation et de mensonges à mon encontre, comme d'habitude. Je pose qu'avec des filles majeures, consentantes et professionnelles dans le milieu. Je prône l'égalité homme-femme en disant qu'une femme est autant libre qu'un homme. Je crée ma marque de préservatifs pour faire de la sensibilisation auprès des jeunes. Mon contenu est disponible uniquement sur des plateformes dédiées à un public majeur. On veut me censurer, m'interdire de m'exprimer. En France, sérieux? Depuis que j'ai commencé TikTok, j'ai créé mon concept de live en invitant des personnes de tout horizon en m'assurant de leur majorité. J'ai réussi à faire de la un sujet important et sans tabou. Je me déplace partout en France, rencontrer mes abonnés durant des showcases qui sont extrêmement divertissants et fun. Je n'attise aucune haine, n'humilie jamais personne et la discrimination n'est pas dans mon comportement. J'assume ma au grand public à travers un contenu divertissant et humoristique. Je prône le consentement et le respect entre les hommes et les femmes. Je n'ai jamais agressé une femme de ma vie. Je fais du contenu pour adultes uniquement sur des plateformes privées pour majeurs. On veut me censurer dans un pays qui prône les droits de l'homme sérieusement. Un petit peu plus tard, il poste une autre photo où nous voyons que Adé Laurent a bel et bien été banni de TikTok après avoir été banni d'Instagram. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour le Top Actu aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. On va passer à mes avis par rapport à 2 petits sujets. J'espère qu'ils sauront vous intéresser. Moi, je pense que oui. Le premier, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Et le deuxième, c'est une réaction qu'on attendait également beaucoup de ma part. Donc, je vais tout simplement vous donner ça tout de suite. C'est parti. Jingle, mon avis sur MTT. Alors, je commence par mon avis sur Aja par rapport à Bastos, parce que c'est une question qui est pas mal revenue, qu'on m'a demandé dans mes commentaires YouTube et également en DM. On m'a dit, Rudy, ça fait quelques temps qu'on n'a pas vu Bastos sur Aja. Alors, j'ai fouillé un petit peu les miniatures, parce que je vous ai dit, je regarde plus trop l'émission, et il est vrai qu'il me semble que ça fait un petit moment. Du coup, la question se pose, est-ce que Bastos a quitté Aja? Est-ce qu'il s'est fait virer? Pourquoi est-ce qu'il n'y est plus? On va guetter, c'était quand sa dernière apparition? C'était il y a 1 mois, donc il y a eu 1 mois sans Bastos. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été viré parce qu'il a été absent pendant 1 mois? Est-ce qu'on peut dire qu'il est parti parce qu'il a été absent pendant 1 mois? Mon avis est que chez Samzira, les chroniqueurs tourne. Il tourne énormément et peut-être que Bastos n'a pas été là pendant 1 mois parce qu'il avait 1 mois de vacances via Aja et qu'il reviendra. Cependant, je peux aussi me poser une autre question parce que vous le savez, Aja revient en septembre et donc il y a 1 mois, on était en avril, un truc du genre fin avril et du coup, on peut aussi se demander s'il n'avait pas un contrat de 6 mois chez Aja. Mais du coup, si c'est le cas, personne n'a rien dit et on ne reverrait plus Bastos sans que personne ne soit au courant. Dernière théorie qu'on m'a aussi envoyée en DM, le comportement de Bastos ne serait donc pas passé, que ce soit par rapport à ses lives, etc. Et donc, il aurait été évincé de l'émission. Je pense pas que ce soit ça. Honnêtement, si vous voulez mon avis, moi je pense tout simplement que les chroniqueurs, ils tournent et que nous allons revoir Bastos très prochainement sur le plateau de Sam. Je pense, au dernier live que j'ai regardé, il parlait de Sam, il parlait bien de lui, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait eu quelque chose, mais c'est vrai que vous m'avez quand même posé beaucoup la question, surtout au cours de la dernière semaine. J'ai vu des commentaires sur le dernier MTT qui m'ont dit, Rudy, creuse un peu, on voit plus Bastos sur Aja, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ces questions et ces commentaires sont notamment dus avec tout ce qui a pu se passer avec Jinda, Anissa, Sabrina, les 3A. Et peut-être qu'il y a des gens qui se posent la question en mode est-ce que Bastos a également quelque chose à cacher par rapport à Aja, etc., etc. Je ne pense honnêtement pas, mais je peux comprendre la question qui est légitime. Après, c'est vrai qu'il est quand même sur un certain tournant au niveau de son contenu depuis quelques semaines et quelques mois, et peut-être que ça ne correspond plus à l'émission de Sam, j'en sais rien, mais j'ai envie de vous dire que l'émission de Sam, elle change aussi au fur et à mesure du temps, donc finalement, je ne sais pas. Dans tous les cas, vous me direz ce que vous pensez de ça, est-ce que vous pensez qu'il est encore présent ou non? La question s'est posée, donc je l'ai mis ici. Post-montage, j'ai vu que finalement, Bastos était bel et bien présent sur le Aja de Samzira, donc je pense que ma théorie du les chroniqueurs tournent et genre ils sont pas là toutes les semaines mais peuvent être là une fois dans le mois, une fois 1 mois et demi, est une théorie qui est vraie. Donc plus de peur que de mal par rapport à Bastos qui se serait fait virer d'Aja. Malheureusement, j'ai vu ça après mon montage, mais je voulais quand même vous laisser ma pensée par rapport à la question qu'on m'a posée plusieurs fois parce que je trouve que c'est quand même intéressant, donc j'attendrai d'avoir vos avis dans l'espace commentaire.
Mais en tout cas, voilà, Bastos est toujours sur Aja. Deuxième avis, et là je suis en colère. Mon avis sur l'interview chez Samzira de Ethan Berebi. Alors j'ai guetté un petit peu l'interview et j'ai été confronté à une personnalité qui ne fait que mentir et qui ne fait que assumer le fait qu'elle mente. C'est-à-dire que ce mec a basé sa carrière sur des faux couples, sur des mensonges. J'ai aussi fait une vidéo à son sujet où j'ai dit que son père a été agressé. Là, elle est sortie il y a quelques jours, si vous l'avez vu. Et on m'a dit que non, même pas. Ça aussi, il l'avait menti. Et ça m'a échappé parce que quand j'écoutais l'émission, l'interview, j'étais en train d'écrire et en plus, je me faisais des trucs dans la cuisine. Donc peut-être que le moment-là, je ne l'ai pas entendu. Mais ça veut dire que ce mec passerait vraiment son temps à mentir. Il a créé une fausse soirée pour inviter des gens qui sont déplacés et qui ont payé. Il a menti sur du coup l'agression de son papa, il a menti sur la création de son couple, il ment sur plein de choses et je sais pas, je me dis qu'en fait c'est ultra dangereux pour les générations qui suivent ce genre de personnes, pour les générations qui admirent ce genre de personnes et qui se disent « Oh ça va, finalement il n'y a pas de limite ». Personnellement je trouve ça dangereux. D'un autre côté je trouve ça aussi dangereux d'inviter ce genre de personnage dans une interview pour lui donner la parole, mais de l'autre côté je me dis que c'est aussi bien parce que du coup ça permet vraiment de voir qui est la personne. Donc je sais pas trop, mais dans tous les cas ce genre de contenu et ce genre de personnes sur les réseaux sociaux, moi je suis désolé mais je peux pas. Je l'ai dit dans la vidéo qui est sortie fin de semaine si vous l'avez vu, je suis ok avec des gens qui veulent utiliser un petit peu d'acting pour faire du contenu, tu vois, pourquoi pas, c'est divertissant, c'est drôle, mais là c'est pas de l'acting, c'est un mensonge pur et dur, c'est une trahison envers sa communauté, dans le sens où tu mens sur un faux couple qui est censé être réel, une agression, mais moi ça me dépasse, et la soirée avec Travis Scott, mais c'est encore pire. Mais bon, que voulez-vous, quand j'ai posté un contenu court sur cette histoire, on m'a dit, mais Rudy, tu sais, c'est maintenant les réseaux sociaux, c'est comme ça que ça se passe, il faut évoluer avec son temps, tout le monde ment pour faire du buzz, c'est le seul moyen de percer. Bah excusez-moi, mais moi ça me choque un peu et j'espère ne pas être le seul à être choqué de ce genre de situation parce que honnêtement, je vois pas comment et pourquoi est-ce qu'on devrait accepter ce genre de contenu et le partager, etc. parce que c'est ce qui se fait maintenant. Moi, je sais pas, ça me dérange. À mon époque, à mon grand âge, on était sur des contenus qui étaient authentiques, sincères, qui étaient peut-être joués, mais on voyait que c'était joué. Je pense notamment au contenu humour au tout début de YouTube. Et voir ce genre de contenu percé, etc., je sais pas, ça me dérange beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, je vous conseille cette interview si jamais vous voulez vous énerver un peu. En parlant des choses fausses, justement, tu te montrais en larmes. On en avait parlé en vidéo Bad Buzz l'année dernière. C'est faux. Voilà, tu m'avais menti l'année dernière, j'en suis sûr. Les pleurs, c'est faux. Donc voilà, donc quand on me dit j'ai pleuré sur les réseaux, c'est faux. Alors, et j'étais trop content de la traîner. Pourquoi Parce qu'en fait, et en plus, les gens qui disent que je pleurais pour mon ex, en vrai, ils sont pas si smart que ça. Parce qu'en fait, je les pleurais 3 mois après ma séparation. Oui, mais tu l'as fait parce que tu voyais peut-être ton ex le faire et tu t'es dit ça va marcher si je le fais moi aussi. Exactement. Ah, je me suis dit, si je me mets en train de pleurer, potentiellement, je vais attirer une certaine pitié. T'es vraiment un toc. Franchement, Ethan. Tu sais que j'adore cette expression toc. Je l'utilise beaucoup. J'adore. Je pensais que plus de personne l'utilisait. Si je l'utilise encore, moi. Ouais, non, voilà, je me suis dit que ça allait fonctionner. Au final, ça a fonctionné parce que les gens se disaient, est-ce qu'il pleure vraiment? Au départ, je parle au départ. Après, ils se doutaient bien que je pleurais pas vraiment. Mais au départ, ils se disaient, est-ce qu'il pleure vraiment? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? C'est ce jeu-là qui a fait que les gens commentaient, partageaient, etc. Et après, c'est devenu un mème. Du coup, après, j'en ai joué. J'ai fait 12 vidéos dessus. Tu te doutes bien que je vais pas pleurer 12 fois. Et oui, je suis même tombé sur un article du Parisien, s'il te plaît, qui écrit dire que pleurer, ça fait venir des... C'est inadmissible. L'influenceur Ethan Berebi dénonce du harcèlement et des violences. C'est-à-dire que tu fous même les médias... Enfin, c'est hallucinant, quoi. Il y a même des articles du Parisien sur la base de choses fausses. Ouais. Ah oui, c'est ça qui est fort, du coup. Ils t'ont contacté, le Parisien? C'est fort, du coup. C'est fort ou c'est pas fort? C'est débile. C'est débile, ça dépend qu'est-ce que t'en fais après derrière. Moi, le but, c'était du business derrière. Moi, je trouve ça pas fort. Franchement, tu me demandes mon avis, je trouve ça pas fort. Moi, c'est un coup de communication. Je trouve ça faible. Coup de communication, c'est du marketing. Ouais, mais c'est faible. Parce qu'en vrai, à partir du moment où c'est faux, c'est faible. Ça veut dire que t'es pas capable de faire des choses vraies par toi-même. T'es pas capable d'intéresser, en fait, par toi-même. Voilà tout le monde pour mes avis sur cette semaine. Nous arrivons à la moitié de l'émission. On va passer au cœur actu. Avant toute chose, n'oubliez pas de liker, les amis. On essaye d'atteindre les 1500 likes, s'il vous plaît. Ça prend 2 secondes, ça soutient énormément. Ça fait grandir MTT. Je compte sur vous pour ça. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les vidéos. J'en ai sorti tous les jours cette semaine et je suis sûr qu'il y en a plein que vous n'avez pas vu. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne pour voir des vidéos que vous avez potentiellement ratées. Moi, je vous retrouve dans un instant pour le cœur actu. C'est parti, jingle, cœur actu.
Eh ben tiens, nous parlions de Léna tout à l'heure et maintenant nous parlons de Adil Rami pour commencer le cœur actu. Adil a été invité récemment dans l'émission Click présentée par Mouloud Achour et il s'est livré avec sincérité sur son aventure dans la 14e saison de Danse avec les stars. Il a partagé sans filtre les coulisses de son parcours, il est revenu sur sa relation particulière qu'il a eue avec sa partenaire de danse, donc Anna Reira. Je trouve que c'est super intéressant d'en parler parce que je ne parle jamais d'émissions comme Danse avec les stars et pourtant il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc il accepte de participer à Dals, une émission dans laquelle les célébrités s'initient à la danse de salon aux côtés de professionnels aguerris. Il est en duo avec Anna, une danseuse expérimentée et rigoureuse et il progresse à un très grand rythme. Il a eu des débuts hésitants, des difficultés à apprivoiser ce nouvel univers, mais il parvient à se hisser jusqu'en finale, aux côtés de Lénie Vacher et du nageur Florent Manodou. Il termine à la 3e place, mais son parcours était remarquable. Il dit qu'il a grandi, appris, chuté et ri grâce à cette émission, et il remercie très fort Anna, cette danseuse exceptionnelle. Mais il faut savoir que tout n'a pas été simple au début. Il a dit qu'au début, il a eu beaucoup de mal avec elle et qu'il avait du mal à la toucher. En fait, il dit qu'il a eu des blocages et une certaine gêne parce que déjà avec tout ce qu'on a en ce moment et tout ce qui sort sur le fait qu'il y a des hommes qui ont des gestes ultra déplacés envers les femmes, etc. Il explique qu'il a été freiné par la peur du regard extérieur et par le respect profond qu'il porte aux femmes, une valeur qu'il revendique malgré les polémiques dont il fait l'objet. Je trouve que c'est intéressant du coup d'avoir parlé de Léna juste avant. Il dit qu'en France tout est analysé, critiqué, mal interprété et qu'il a énormément de respect envers les femmes, même si beaucoup veulent le faire passer pour un monstre. Anna, elle lui disait d'arrêter, qu'ils sont à la danse, qu'il doit la toucher et qu'il faut qu'ils la prennent et qu'ils dansent ensemble, etc., etc. Donc peu à peu le duo a réussi à s'équilibrer et je trouve que c'est ce que Adil dit est vrai, parce que ça se trouve il joue un très grand rôle et il ment, hein, mais si ce qu'il dit est vrai, je trouve que c'est très bien en fait de voir quelqu'un qui pense comme ça. Bon après effectivement je pense qu'il est dans la suranalyse. J'ai pu d'ailleurs le voir dans Les Traîtres. Je sais pas si vous avez regardé, mais il est dans la suranalyse. Et je pense que ça peut le freiner dans sa vie. Mais c'est très bien quand même qu'il veuille avoir ce respect envers les femmes. Vous me direz ce que vous en pensez et vous me direz si des actus comme ça, style Dals, ça peut vous intéresser. Évidemment que j'allais vous parler du Festival de Cannes. On fait un petit point sur l'ouverture, mais attention, je ne vais pas vous en parler en boucle, en large et en travers. Je vous ferai mercredi un point sur MTTI pour le côté des influenceurs au Festival de Cannes, mais je voulais quand même vous parler de l'ouverture de la 78e édition. On a 2 grandes nouveautés qui marquent cette édition: l'interdiction de toute forme de nudité, même artistique, et le bannissement des tenues trop volumineuses. Dans un communiqué, le festival a justifié ses choix. Il parle de décence, de fluidité opérationnelle, éviter les débordements vestimentaires qui, ces dernières années, ont parfois éclipsé le cinéma au profit du buzz vestimentaire. Je trouve que c'est très bien. On pouvait lire, il ne s'agit pas de réglementer l'élégance, mais d'interdire la nudité explicite et contrainte inutile au bon déroulement du tapis rouge. Quand je dis que je trouve que c'est très bien, c'est pas d'empêcher les gens de s'habiller, c'est de remettre le cinéma en place centrale de ce festival, parce que le Festival de Cannes, ces dernières années, est devenu un défilé de mode. C'est devenu un Met Gala. Je vous rappelle qu'en 2024, Bella Hadid avait une robe totalement transparente et outre la question de la nudité, on a aussi les robes aux traînes XXL et les tenues spectaculaires qui sont jugées trop encombrantes, qui sont proscrites parce qu'il y a des perturbations pour la gestion du tapis rouge, pour le bon déroulement du Festival de Cannes. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été proscrite pour vraiment remettre l'art au centre de ce festival, ce qu'il est de base. Pour les femmes, on a des robes longues qui restent en rigueur pour les projections en grande soirée, des chaussures plates sont acceptées, avant c'était pas le cas je crois, qui marque la fin du diktat des talons, et les robes de cocktail, taleurs pantalon chic ou encore des hauts habillés avec pantalon noir sont autorisées également. Pour les hommes, smoking noir ou bleu marine, nœud papillon ou cravate, ça reste la norme, et les baskets, chaussures trop casual, restent encore trop prohibé. Pourquoi j'ai dit prohibé? Prohibé. Du côté des créateurs et des maisons de couture, eh bien, les réactions sont partagées. Il y en a beaucoup qui voient une atteinte à la liberté d'expression artistique et il y en a d'autres qui comprennent en fait que le cinéma doit être mis en avant dans ce festival parce que ce n'est pas un festival de mode, même s'il faut avoir des belles tenues. On est quand même sur un festival de cinéma de base. Une chose est sûre, la frontière entre nudité artistique et provocation gratuite continue de faire débat en France et au Festival de Cannes en tant que vitrine mondiale. Eh bien, on a ce flou qui n'est plus autorisé. En gros, glamour, oui. Provocation, non. Spectaculaire, oui. Obstruction, non. C'est le nouveau mantra du Festival de Cannes 2025. Évidemment, je vous ferai un point
Plus en détail, directement mercredi avec le côté influenceur. Est-ce que vous avez suivi un petit peu ce qui se passe ou pas du tout? Vous me direz ça. Vincent Queijo, qui fait tout le temps parler de lui. Dernièrement, parce qu'il a été renvoyé du tournage de The Power saison 2, suite à une altercation, comme l'a révélé Aquababe. Dans une série de stories Instagram publiée le mardi 13 mai, Vincent a partagé les coulisses d'un voyage. Un voyage où il est entre l'archipel de Komodo au large de l'île de Flores. Il décrit cette expérience presque mystique, bercée par la beauté brute des paysages. Il dit « J'ai vécu une journée hors du temps, naviguer en bateau autour du Komodo à Flores, c'est comme entrer dans un décor de film. » On dit Flores ou Flore? Parce que si on dit pas Flores, vous allez encore me dire « Rudy, s'il te plaît, revois ta géographie. » Il dit des paysages à couper le souffle, une nature brute, puissante, silencieuse parfois, et pourtant tellement vivante. Mais au-delà de ça, une phrase a particulièrement attiré l'attention. « J'étais accompagné d'une personne exceptionnelle. » Évidemment, les fans ont fait un rapprochement. Marwa, l'ancienne compagne de Vincent qui apparemment est de retour avec lui. Donc on a toujours ces rumeurs de retour de flamme entre eux. À l'époque, Marwa n'avait pas mâché ses mots. Elle avait dit que Vincent était un tocard. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, on dirait que les choses vont quand même mieux entre les deux. Ils n'ont pas officialisé la relation. Mais Vincent disait le genre de journée où tu poses ton téléphone sans même t'en rendre compte, où tu te reconnectes à l'essentiel. Marwa Meraska, si vous avez suivi l'émission de la semaine dernière, disait qu'elle ne veut plus afficher sa vie privée. Tout en laissant sous-entendre qu'elle était quand même avec Vincent Queijo de retour. Vincent ici, il parle du fait de se rapprocher, de se reconnecter au naturel. Il semble trouver une petite paix intérieure. Espérons que ce soit vraiment le cas pour lui et qu'il arrive à garder cette paix intérieure pour lui. Dans tous les cas, en vrai, je dis ça avec beaucoup d'humour, mais s'ils arrivent à faire fonctionner les choses, à guérir en fait et à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes, why not? J'espère que leur relation fonctionnera. Alors ça, c'est la petite polémique qui a fait beaucoup parler. Michou a été vu avec une femme et pas n'importe laquelle. Michou est une figure incontournable de YouTube et il fait parler de lui. Cette fois-ci, c'est pas pour un nouveau projet, une apparition télé ou sa rupture avec Elsa Bois, mais parce qu'il a été en compagnie d'une jeune femme, Lola Duménil, l'ex-compagne de Florent Manodou. Florent Manodou qui a été sujet à des rumeurs de rapprochement avec Elsa et potentiellement de tromperie entre Elsa et Michou avec lui. Alors tout ça ne sont que des rumeurs, mais j'avoue que le hasard du coup et les coïncidences se croisent, ne trouvez-vous pas? Le blogueur Aquababe partage ce mardi 13 mai plusieurs vidéos capturées lors d'un événement organisé sur la plage des Canailles à Nice. Très vite, une séquence attire l'attention. On voit Michou en train de faire la fête, entouré d'amis et proche de Lola, de quoi relancer pas mal de spéculations. Pour les internautes les plus assidus, ce rapprochement prend une dimension théâtrale. Je rappelle les faits encore une fois. Michou a été en couple avec Elsa Bois pendant longtemps, rencontré sur le tournage de Dals, relation qui s'est terminée en février dernier. Mais rapidement, on a eu des projecteurs braqués sur Elsa, soupçonnée de s'être rapprochée avec Florent Manodou, et les magazines dévoilaient des clichés de Elsa qui quittait l'appartement de Florent Manodou au petit matin. De quoi nourrir les rumeurs. Et dans cette équation, un nom était silencieux. Lola Duménil, l'ex-compagne supposée de Florent Manodou. Jamais de rupture n'a été officialisée, mais le couple n'était plus aperçu ensemble. Et là, Lola réapparaît aux côtés de Michou, ex de celle que l'on dit désormais proche de son propre ex-compagnon. Vous avez compris ? Les gens ont commenté en disant le retournement de situation de fou, le contre-Uno de malade, si c'est vrai, c'est une dinguerie purée. On rappelle quand même qu'on parle de relations amoureuses, de personnes réelles, et que tout ça n'est pas un jeu de Uno, je le dis quand même. L'alliance inattendue entre Michou et Lola donne l'impression d'un revirement spectaculaire qui fascine autant qui intrigue. Simple coïncidence festive, début de quelque chose de plus intime, on ne sait pas. Pour le moment, ni Michou ni Lola se sont exprimés. Pas de déclaration, pas de confirmation, encore moins de photos à deux, mais les internautes sont en train de relier tous les points ensemble, ils sont enquêteurs. Pour beaucoup, cette situation semble répondre aux malices et aux rumeurs Elsa Bois Manodou, comme des jeux de miroir en fait. Ce qui est certain, c'est que Michou sait comment rester au cœur de l'attention, qu'il le veuille ou non, et en ce moment, il est énormément dans le collimateur de Aquababe, et c'est quelque chose qui ne cesse de faire parler. Vous me direz ce que vous en pensez.
Vous savez quoi? J'ai mis une actu à la suite parce que je trouvais que ça faisait encore une fois sens de suite. On parlait d'Elsa Bois et de Dals. De toute façon, on parle que de Dals là. Du coup, je vous parle d'Anthony Colette. Mais cette fois-ci, on parle des traîtres, ok? La saison 4 des traîtres s'est terminée le 10 mai dernier sur M6. Spoiler alerte, Adil Rami a gagné en tant que traître. Il a remporté 44 000 € pour son association et il veut partager ses gains avec Sophie Tapie, son allié de l'ombre. Bon, Adil a gagné, mais il y a eu quand même des goûts amers au terme d'autres candidats, comme Anthony Colette, finaliste malheureux et loyal jusqu'au bout, trahi par ceux en qui il avait placé sa confiance. Et Anthony Colette, il s'est livré chez Télé Loisirs, il est revenu sur son expérience, il a parlé de désillusion et de fierté, il a été éliminé à quelques pas de la finale, mais c'est la trahison d'Adil et Sophie, ses alliés supposés, qui a laissé des traces plus marquantes. Il a dit, je l'ai suspecté dès le 2e épisode, ses larmes à l'élimination d'Adeline, c'était bizarre, mais je n'ai pas écouté mon intuition, personne ne me suivait, alors j'ai lâché, quelle erreur. Il m'a eu, je me suis fait avoir comme une chèvre, je ne lui en veux pas vraiment, c'est un jeu, il a super bien joué, je m'en veux surtout à moi. En fait, ce que peu de téléspectateurs imaginent avec ce jeu, c'est l'impact psychologique que ça peut avoir sur le mensonge et la manipulation, parce qu'en sortant du château, beaucoup disent qu'ils ont du mal à s'en remettre. Anthony dit, je parlais à des gens dans la vraie vie, je me surprenais à analyser leurs paroles, à chercher un sous-texte, j'étais encore dans le jeu, et il m'a fallu 2 semaines pour m'en remettre. Il parle aussi d'une paranoïa qui est assez douce et il dit que les liens avec les autres hors tournage, c'est assez particulier parce qu'ils se sont liés dans un jeu de manipulation et que donc après en sortant tu peux te demander si tout est vrai et tout est faux. Mais bon, il dit qu'il est encore très proche de Sophie, qu'il l'a au téléphone au moins une fois par semaine et il cite d'autres personnes comme Alizé, Rose, Nicolas et il parle de Adil, il dit qu'ils se sont croisés à plusieurs reprises et que tout va mieux. Anthony dit qu'il reviendrait avec plaisir mais en tant que loyal et qu'il suivra son instinct jusqu'au bout, qu'il veut démasquer les traîtres. J'espère sincèrement, mon avis, je vous le donne, que si une nouvelle saison des traîtres fait son apparition, Anthony Colette soit dedans. Je ne le connaissais pas et honnêtement, j'aime pas trop tout ce qu'il met en avant dans l'émission, etc. Mais ce que je peux pas lui enlever, c'est que c'est vraiment un très bon joueur et j'aurais trop aimé qu'il arrive à gagner parce qu'il l'aurait mérité. Comme Andy, la youtubeuse, quand elle était venue dans les traîtres, c'était une enquêtrice hors pair et honnêtement, je pense que si on met les deux ensemble dans une émission, ils vont déglinguer tous les traîtres. Donc j'ai hâte de voir la prochaine saison, s'il y en a une, et j'espère que Anthony Colette pourra refaire partie de cette saison. Vous me direz si vous avez vu les traîtres, ce que vous en avez pensé, enfin n'hésitez pas quoi. Moi j'adore cette émission, mais je sais pas si c'est le cas de tout le monde. On parle de Vanessa Lawrence une nouvelle fois. Je vais rester sur mes notes. J'ai vu ça passer chez Aquababe et chez certains médias. Je reste sur mes notes parce que c'est quand même assez grave, je trouve. Vanessa Lawrence, depuis plusieurs années, plonge inexorablement dans une spirale de souffrance et d'addiction. Il y a une nouvelle vidéo qui a été partagée par Aquababe qui est venue raviver la stupéfaction autour de son état. On voit Vanessa, très amaigrie, déconnectée, dans une cité bordelaise, en train de procéder à l'achat apparent de produits illicites. Il y a un temps où Vanessa, elle incarnait la fraîcheur, la popularité, une génération qui la suivait. Elle a été révélée dans Les Anges 5, elle a été vue dans plusieurs autres émissions, mais derrière les paillettes, on avait un autre visage plus sombre et plus fragile. Depuis quelques années, ces apparitions publiques sont rares, elles sont souvent déroutantes, prises de parole sur les réseaux qui laissent entrevoir une souffrance profonde. On a des rumeurs de dépendance, de troubles psy, d'isolement progressif, et la dernière alerte en date vient de Aquababe, qui est habituée à révéler ce genre de scoop, qui pour moi n'est pas un scoop, elle est en danger pour moi. Dans une vidéo publiée sur son compte, on aperçoit Vanessa seule dans une cité de Bordeaux, au cœur de ce qui ressemble fortement à une transaction de stupéfiants. L'influenceuse apparaît en vêtements amples, le visage fermé, elle agit de manière mécanique. On peut lire de la part d'Aquababe que quelqu'un l'aide au plus vite. Il a écrit Vanessa Lawrence dans une cité bordelaise hier soir en train d'acheter des produits. Elle se met vraiment en danger en y allant seule. Je vous laisse regarder la vidéo et nous en discutons. Ici les gars, voilà. Les gars, la pluie qu'elle est au sommet, ça va lui naître son seul le frère, ici. Ça va lui enlever son pantalon. T'as vu avec ça, voilà. Qu'est-ce qui est fou ici, frère, voilà, ça réussit pas à tout le monde la télé. La vidéo a rapidement enflammé les réseaux sociaux. On a eu une vague d'émotions entre tristesse, colère et impuissance. Sur Instagram, TikTok et X, les commentaires se comptent par milliers au moment où je vous parle. Tout le monde s'interroge comment une femme aussi suivie et appréciée peut en arriver là.
aux yeux de tous. On pouvait lire, elle était magnifique, solaire, la voir comme ça, c'est insoutenable. On dirait une âme perdue. Elle me fait trop de la peine. Que fait son entourage? Il faut agir. Ilan a pas caché son désespoir non plus, il a répondu à tout ça, il a dit « ça y est, on l'a perdu ». Il dit que c'est impossible d'entrer en contact avec elle de manière constructive, qu'elle n'a pas de soutien solide autour d'elle. Pour Ilan, Vanessa semble désormais enfermée dans une forme d'autodestruction. Le cas de Vanessa Lawrence, il illustre quelque chose qu'on peut souvent voir en télé, les conséquences psychologiques et émotionnelles de la célébrité express. Elle est propulsée du jour au lendemain sur le devant de la scène, ensuite elle a des contrats, etc. Et puis bam, il y a l'oubli. Et il y a beaucoup qui parlent de dispositifs de suivi, d'accompagnement psychologique pour les ex-candidats. Pourquoi est-ce que personne ne va l'aider alors qu'elle avait des prods, qu'il y avait des gens qui tenaient à elle apparemment, et personne n'arrive à l'aider et à faire en sorte que les choses aillent mieux. Après, vous allez me dire, si elle ne veut pas d'aide, personne n'arrivera à l'aider. Je suis d'accord avec vous, mais moi, ça me touche beaucoup. Un internaute écrit « Elle n'est plus elle-même, mais il n'est pas trop tard, à condition d'agir maintenant ». Quel sera le prochain chapitre chez Vanessa Lawrence? Quelle sera la prochaine vidéo qu'on va voir? Honnêtement, plus le temps passe, plus nous parlons d'elle, plus je suis inquiet pour elle. Et malheureusement, j'ai l'impression que personne n'est capable de faire quoi que ce soit, parce que si on essaye de discuter avec elle, la discussion, elle tourne court. Si on essaye de l'aider, l'aide n'est pas acceptée. Donc, que faire finalement? Que faire, à part envoyer tout un soutien massif, essayer de lui faire réaliser les choses, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Dans tous les cas, j'espère qu'un jour les choses s'arrangeront et j'espère qu'elle arrivera à s'en sortir. Sur une autre note, je vous parle de Giuseppa et Sarah Frézou. Les deux ont été comparés, alors ça a fait beaucoup rire les internautes, je vous raconte. Il y a quelques semaines, Giuseppa brisait le silence sur sa réalité de maman de 2 petites filles. Elle a d'ailleurs fait une grande vidéo YouTube où elle parle un petit peu de qui elle est aujourd'hui. Giuseppa disait qu'elle ne voyait pas Paga, qu'ils faisaient rien ensemble, que la nuit c'était plus vraiment un couple, mais elle a aussi fait un autre choix, dont on a parlé la semaine dernière, celui de recourir à la chirurgie esthétique. Bref, c'est une toute autre publication qu'a récemment enflammé les réseaux sociaux. Dans une courte vidéo postée sur Instagram, Giuseppa apparaît aux côtés de Paga. On peut lire « J'ai trouvé l'homme de ma vie à 20 ans, fondé une famille et chaque jour on fait de notre mieux pour se comprendre ». Un message d'amour qui aurait pu émouvoir, mais tout le monde parle de son apparence physique. Ils disent qu'elle a changé depuis sa chirurgie et tout le monde la compare à Sarah Frézou. Les commentaires disent « J'ai cru que c'était Frézou jusqu'à ce que je vois Paga. On dirait Sarah Frézou maintenant. C'est pas méchant, mais la ressemblance est dingue. » Pourquoi dès que quelqu'un change quelque chose sur son physique, on doit à tout prix lier cette personne à une autre personne? Sarah Frézou, Giuseppa, bam, ensemble. Adixia Cassandra, parce qu'elles avaient un ex en commun, bam, ensemble. Tout le temps, on doit lier les gens ensemble. Je trouve que c'est trop dommage. Mais après, on peut quand même creuser un peu plus et parler d'un reflet des standards esthétiques qui sont devenus codifiés dans l'univers de l'influence. Corps sculpté, lèvres pulpeuses, maquillage prononcé. Pour Giuseppa, cette situation n'est pas nouvelle. Elle est habituée à ce que les changements de look soient suivis de prises de parole qui sont passées au crible. Mais j'avoue que comparer les gens ensemble, moi c'est quelque chose qui me dépasse. Est-ce que Giuseppa répondra à tout ça? Parce que c'est quand même quelqu'un qui est habitué à pas mal répondre aux choses, aux polémiques et aux critiques. Nous verrons bien. Je vous laisse regarder la vidéo, vous mettez pause et vous me direz est-ce qu'elle ressemble à Sarah pour vous ou pas? Moi je trouve pas, j'ai reconnu Giuseppa tout de suite. Après ok, elle a un carré, mais dans ce cas-là, je suis Sarah Frézou aussi. Nous parlons de Cyril Hanouna et de son retour. Cyril Hanouna revient sur le petit écran avec une nouvelle émission diffusée sur W9. Il rentre dans le groupe M6 depuis la fermeture de TPMP. Eh bien, on peut se poser beaucoup de questions. Son nouveau programme s'appellera Tout beau, tout neuf et ça promet une rupture avec l'univers de TPMP. Le titre a été dévoilé par les médias et on joue avec l'humour de la symbolique 9, référence au cas la 9 de la TNT, tout en annonçant un nouveau départ. Ça s'appellera TBT9, le hashtag officiel de l'émission, qui laisse présager une nouvelle communication. D'après les premières indiscrétions, le plateau de TBT9 a été imaginé dans les tons violets, reprenant les codes de W9. Cyril Hanouna ne viendrait pas pour refaire TPMP, mais pour une nouvelle logique. Si le nom de l'émission est connu, l'identité des chroniqueurs reste inconnue. Cependant, on a pas mal de choses qui sortent. On a des noms qui circulent comme Jade Leboeuf, qui n'arrête pas de revenir, qu'on a pu découvrir
dans les 50 ou encore Les Traîtres et apparemment, elle pourrait être aux côtés de Cyril Hanouna pour Tout Beau Tout Neuf. Dynamique mais moins exposée politiquement que sa grande sœur M6 est judicieux, ça permet à Hanouna de conserver une visibilité importante tout en restant dans un format plus adapté aux attentes du public post-TPMP. Donc le nom de l'émission Tout Beau Tout Neuf en dit long, léger, assumé, désuet, ça marque un retour aux fondamentaux du divertissement, de la bonne humeur, des échanges, du show sans débordement. Un virage à 180 degrés de ce qu'était TPMP et pour le coup, si c'est bien fait, que c'est bien géré, que c'est tout simplement, oui, bien réalisé, ça peut donner envie. L'objectif ici, je pense que c'est de réconcilier Cyril Hanouna avec le grand public en misant sur le divertissement plutôt que la confrontation. Le lancement de Tout Beau Tout Neuf serait pour la rentrée 2025. Il y a peu d'éléments encore à part la couleur du plateau et potentiellement Jade Leboeuf, mais les premiers épisodes seront scrutés de près aussi bien par les fans que les détracteurs. Évidemment, tout le monde attend un faux pas et je serai le premier à vous en parler. Honnêtement, j'aimais pas TPMP, mais il se peut que si jamais le nouveau show Tout Beau Tout Neuf se fasse d'une belle manière, qu'on soit sur quelque chose de bien construit, de divertissant, sans être dans l'attaque, sans être dans quelque chose de très politique, etc. Ça peut vraiment intéresser un grand public, je pense, et c'est peut-être le but de Cyril ici. Concernant Jade Leboeuf, ça m'étonnerait même pas qu'elle soit mise en avant dans une émission prochainement, parce que c'est quelqu'un qui a une belle parole, c'est quelqu'un qui a de beaux discours, elle est aussi pleine de projets, pleine d'envie, pleine d'ambition, donc ça m'étonnerait même pas, et en plus elle est déjà connue du groupe M6, donc franchement pourquoi pas. Honnêtement, je verrais bien aussi une Juju Fit Cat, pourquoi pas, mais nous verrons tout ça. Nous verrons tout ça par la suite. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je pense sincèrement qu'on aura de grandes surprises. Ah, nous y arrivons enfin. Ilona séparée de Paul André. C'est la rumeur du moment. Et d'ailleurs, au moment où je filme, j'ai vu qu'on a posé la question à Aquababe et Aquababe a dit « Je laisserai Ilona prendre la parole en temps voulu ». Depuis la naissance de leur fils Jean-Joseph, le quotidien d'Ilona et Paul André semble plus mouvementé que jamais. Entre tensions visibles, confidences troublantes, messages cryptés, de plus en plus d'internautes se demandent est-ce que le couple traverse une crise, voire une rupture. On le sait, devenir parent est un chamboulement majeur et pour Ilona, eh bien, elle n'a jamais hésité à montrer l'envers du décor. Depuis l'arrivée du petit, les jeunes parents n'ont jamais caché les difficultés rencontrées dans leur quotidien, fatigue accumulée, nuit écourtée, charge mentale, une routine qui s'installe. Elle disait, c'est pas génial. Et Paul André parlait aussi du fait qu'il n'avait plus d'intimité. Donc on avait un climat tendu entre les deux. Ilona, elle continue de documenter sa vie de maman avec honnêteté. Elle parle d'épuisement, de solitude, autant de thèmes qu'elle aborde avec lucidité. Elle parlait aussi des kilos qu'elle avait pris pendant sa grossesse et elle avait perdu une estime d'elle-même. Donc elle a été poussée par elle-même à la chirurgie esthétique. Elle disait, j'ai voulu passer le cap de la chirurgie parce que j'en avais besoin, même si ça n'a jamais été trop mon truc, mais un enfant, ça change. Mais c'est une autre publication, même plusieurs autres publications, qui ont semé le trouble. Ilona arrête pas de reposter des vidéos et des posts qui laissent des messages cryptés, nous laissant sous-entendre qu'elle pourrait être en séparation. Notamment cette vidéo où c'est écrit « J'ai dit soit ce sera le père de mes enfants, soit ma pire rupture ». Eh bien, c'est les deux. Je vous laisse regarder. C'est un message lourd de sens dont la résonance avec sa propre vie n'a pas échappé à sa communauté. Les spéculations se sont multipliées. Pourquoi Ilona aurait partagé ça si ce n'était pas pour envoyer un message indirect? On pouvait lire Ilona qui republie, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elle met ça si ce n'est pas pour faire parler d'elle? Franchement, toutes les publications sont bizarres en ce moment. Parce que là, j'en partage une, mais sur Twitch, on en a vu au moins 5 autres où ça parle de pourquoi tu restes, parce que je pense à partir tous les jours, mais je reste quand même. Il y a beaucoup de choses par rapport à l'amour, par rapport aux ruptures. Je vous inviterai vraiment à passer sur la chaîne de live, tout est dans la barre d'infos. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube, tout est dans la barre d'infos, je répète. Au moment où je filme avec mes mots là, de vive voix, Ilona et Paul André n'ont rien confirmé, rien infirmé. On a un silence qui fait que qui ne fait qu'avantager les doutes, parce que Ilona prend souvent la parole généralement pour dire les choses, et là il n'y a rien. Elle est habituée à partager sa manière. Je mélange vraiment les mots aujourd'hui. Elle est habituée à partager sa vie de manière brute, sincère, et aujourd'hui elle ne dit rien. Donc peut-être qu'elle brisera le silence dans les prochains jours. Qu'ils soient en crise ou séparés, il reste au cœur de l'attention. Et personnellement, j'ai un peu fouiné, je regarde un peu les stories d'Ilona et tout, et je vois des stories où elle parle de Paul André, mais genre elle l'a montré parce qu'il y avait le petit, mais ils montrent plus rien ensemble, en mode ils sont ensemble, en mode des blagues ensemble comme avant.
et il n'y a plus de vidéos sur YouTube. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, c'est très étrange. Nous verrons bien et si jamais elle prend la parole d'ici mon montage, évidemment, je vous ferai un point. Dans tous les cas, quoi qu'il se passe, je lui envoie tout mon soutien. Je trouverais ça trop dommage que leur relation se termine. Il y en a beaucoup qui parlent du fait que aussi il y a la saison qui arrive en Corse et que Paul-André tient un restaurant, donc peut-être il est moins présent à la maison et du coup ça crée des crises. Je sais pas, mais il y a le mot rupture qui revient beaucoup, donc on verra bien et je leur envoie tout mon courage. Petite actu ajoutée par rapport à Ilona et Paul-André, j'ai vu chez Aquababe dans son canal qu'il avait écrit Gossip matinal, Ilona et Paul-André, rupture saine confirmée. Ils s'entendent très bien, cependant c'est fini, elle s'exprimera elle-même à ce sujet. Ce qui expliquerait donc les stories où on peut apercevoir Paul-André, mais en même temps son absence qui est présente. Vous me direz ce que vous en pensez, j'espère qu'ils arriveront à faire en sorte de s'entendre, au moins pour le bien de l'enfant. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo, je pense que pas mal d'entre vous s'en sont doutés. Avec Paul-André, c'est terminé. C'est pas une décision qu'on a prise sur un coup de tête. C'est vraiment une décision mûrement réfléchie des deux côtés. Ça fait 2 mois et demi, 3 mois qu'on vit plus sous le même toit, qu'on fait une sorte de pause pour essayer de sauver notre couple puisque on a un enfant, on s'est aimé très très fort. Ne vous attendez pas à une tromperie ou à quelque chose de pas glorieux ou quoi que ce soit. C'est vraiment simplement le quotidien qui fait que aujourd'hui ça peut plus durer. Du coup, on a essayé d'aller voir quelqu'un pour essayer de reconstruire cette relation qui était en train de s'écrouler. Et la proposition que vous nous avez fait, c'était de faire une pause. C'est ce qu'on a fait, puisqu'on voulait vraiment tout tenter pour sauver notre couple, pour sauver notre famille. Et en fait, ça n'a pas marché. Voilà. Dans la vie, on a beau tout essayer. Des fois, quand c'est cassé, c'est cassé. Et ben voilà, donc je vais pas du tout pleurer. C'est très difficile pour moi, même si je vous l'annonce avec le sourire et avec beaucoup de recul, parce que Paul-André, c'était quand même l'amour de ma vie. Je vais très bien. Juste, c'est un peu difficile de réaliser ça. Et du coup, j'avais pas envie de rester dans une relation où on savait pertinemment que on allait rester dans un truc qui allait pas s'arranger. Parce que des fois, pour le bien de son enfant, la solution n'est pas forcément de rester, mais plutôt de partir. Parce qu'aujourd'hui, si on se sépare, on s'entend super bien. On va pouvoir passer des moments de famille. S'il faut qu'on mange tous les jours ensemble avec le petit parce que ça lui fait plaisir, ce sera le cas parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'estime beaucoup. C'est le père de mon fils et la priorité aujourd'hui, c'est que notre famille reste construite même si notre couple se sépare. Et vous continuerez à le voir sûrement sur mes stories. Vous continuerez à nous apercevoir tous les 3 avec Jean-Joseph. Simplement, des fois, ça marche pas. C'est pas pour ça que c'est pas triste, c'est pas pour ça que c'est pas difficile. Je pense même, peut-être plus difficile même de quitter quelqu'un qu'on aime. C'est simplement le quotidien qui fait que ça va plus. Et voilà. Et je vous souhaite malgré tout une bonne journée, même si je pense que j'ai un peu cassé l'ambiance. Je vous parle d'Amel Bent qui a pris la parole chez Shera. J'ai trouvé son interview très intéressante. Elle a parlé d'un moment, enfin, elle s'est ouverte sur plein de moments finalement, mais elle parle de choses rares, sincères et bouleversantes. Elle a parlé des démêlés judiciaires de son mari Patrick Antonelli qui a été condamné en 2022 à 4 ans de prison. Amel Bent choisit d'affronter le sujet. Avec pudeur et lucidité, elle revient sur les répercussions de cette affaire sur sa famille. Elle dit « Même aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce qui fait que je me sens bien avec la personne avec qui je suis parce qu'elle a un amour fulgurant qui est nié d'un instinct qui déborde plus que d'une logique. Elle parle de son mari, elle parle du fait qu'elle est anxieuse, perfectionniste, tournée vers l'avenir, etc. Que lui, il est spontané, désinvolte. Elle dit « Mon mari, c'est l'opposé de moi. Il fait des conneries, il n'a pas conscience du danger. » Évidemment, elle dit « C'était trop cool jusqu'à toc toc toc, c'est la police. Patrick est arrêté, poursuivi pour son rôle dans une affaire de fraude au permis de conduire. Le verdict a été sévère, 4 ans de prison dont 2 ans ferme. Amel ne fuit pas, elle reste à une condition. Il m'a demandé pardon, j'ai dit oui mais à une seule condition, venez d'avoir notre fille, il fallait qu'on devienne meilleur pour elle. Apparemment, il a tout rattrapé, c'est devenu son socle. Patrick est devenu vraiment pour elle un pilier en fait dans sa vie. Et en brisant le silence sur cet épisode douloureux, Amel offre à son public bien plus qu'un récit intime en fait. Elle revient sur qui elle est. Elle rappelle que derrière chaque vie de star, il y a parfois des histoires très dures. Et honnêtement, là je vous parle de cette partie-ci, mais tout l'épisode avec Amel était super intéressant. J'ai découvert une version d'Amel Bent que je connaissais absolument pas. Elle
s'est livrée comme jamais. Elle a raconté des choses qu'elle n'a jamais dit ailleurs. Donc, je ne peux que vous conseiller cet épisode de podcast si jamais vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur Amel Bent ou tout simplement sur la vie de personnalités qui parfois vivent des choses assez compliquées. Je vous laisse avec un moment, mais honnêtement, c'était un épisode très, très bien à regarder. Cette douleur, elle a ravivé toutes les douleurs de bébé, de petite fille, d'ado, de tout. Et les douleurs du quotidien, enfin les douleurs du quotidien. La fameuse charge mentale que je n'ai... Moi, c'est simple, j'ai 3 enfants, j'ai fait 0 congé maternité. Ça veut dire que par exemple, ma fille Anna, elle avait 5 jours, j'étais dans The Voice. Mon fils, Zayn, le dernier né, il vient de faire 3 ans. Bah, j'étais pareil, dans The Voice. Il avait 3 semaines, je suis partie en répétition de tournée. Je suis partie en tournée, il avait 1 mois. Donc, je n'ai jamais fait de congé mater, je n'ai jamais ressenti le besoin de me reposer ou de prendre des forces ou tu sais vraiment oui, t'étais dans un je me disais, ma grand-mère elle a tunnel. accouché de 11 enfants, elle a travaillé, elle était veuve à 30 ans, enfin si tu veux dans ma tête c'était je veux être digne d'elle en fait, pour me reposer pourquoi. Et en fait là j'ai tout ressenti, c'est-à-dire même mon corps m'a lâché. Tu bougeais plus? Ah ouais, j'arrivais plus. Ah ouais, j'arrivais. Même j'ai dit à mon mari, j'ai dit prends les enfants, partez, j'arrive pas. Ça veut dire que j'arrivais. Les premières semaines, elles ont été vraiment terribles. Après, petit à petit, j'ai repris un peu mais je suis restée enfermée chez moi 8 mois, quoi. Je termine avec Héloïse Appel. Héloïse Appel, qui est une figure emblématique de l'influence et qui a fait parler pour une nouvelle opération. Elle a fait le retrait de son site implantable, un petit dispositif médical qui avait permis l'administration de ses traitements de chimio. C'est une intervention qui est hautement symbolique et qui est porteuse de souvenirs douloureux, mais aussi d'un immense espoir. Effectivement, Héloïse a annoncé une nouvelle intervention chirurgicale, le retrait de ce site implantable. C'est un geste médical, mais qui, pour moi, est une grande libération, je pense. Ce matin, elle disait « Je passe au blog pour retirer mon site implantable qui m'a permis d'avoir mes traitements de chimio. C'est une page qui se tourne, c'est l'une des périodes les plus difficiles de ma vie, mais je m'en sors transformée. J'ai conscience de l'importance du mot vivre aujourd'hui. » Pour marquer le contraste entre hier et aujourd'hui, elle partage une photo prise 1 an et 3 mois plus tôt. Elle y apparaît, la peur dans les yeux, juste avant sa première chimio. Elle disait « Je me suis effondrée. » Aujourd'hui, elle dit ça avec beaucoup d'émotion, que je pense que je vais encore pleurer, mais cette fois, ce sera de joie. La dernière image de sa story, c'est celle d'un pansement qui recouvre la zone opérée, sobre mais puissante. Elle résume ce que les mots ne disent pas toujours, le corps garde des marques mais l'âme avance. Héloïse continue d'inspirer, elle incarne la résilience d'une jeune femme qui n'a jamais cessé de se battre pour sa santé, sa famille et elle-même. Elle partage chaque étape, chaque peur, chaque victoire. Elle brise les tabous sur le cancer, la maternité, la fatigue mentale et l'amour mis à l'épreuve. Honnêtement, pour moi, Héloïse, c'est plus qu'une influenceuse et une candidate de télé. C'est une femme extrêmement forte qui a mené un combat incroyable, qui en a parlé, qui l'a documenté, qui a essayé de motiver, de rassurer, de casser les tabous. C'est devenu une femme extrêmement forte, je trouve. Et avoir suivi cette histoire et cette évolution, ça m'a fait beaucoup être attachée à elle, alors que de base, je la suivais absolument pas. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Et tout ce que je vois quand je la vois, c'est vraiment une guerrière. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je suis content qu'elle arrive à tourner cette page. Voilà tout le monde pour le Cœur Actu aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'il a pu vous intéresser et vous plaire. Nous allons passer au côté international de MTT. N'oubliez pas, encore une fois, le petit appel au like pour qu'on atteigne 1500 likes juste en dessous. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait et j'espère que vous avez commenté les actualités. J'ai hâte de vous lire à la sortie de l'émission. Nous rentrons tout de suite dans les gros dossiers, dans l'international, pardon. J'ai hâte de vous y voir. On a pas mal de petites choses et je pense que ça va vous intéresser. Surtout que vous adorez ce côté international, donc j'en suis ravi. Donc c'est parti, jingle, traversons les frontières. Je commence les actus internationales avec la suite du procès de P. Diddy. Je pense qu'on va en parler beaucoup de ce procès. La justice américaine entre donc dans cette phase cruciale. Le 5 mai, ça a marqué le coup d'envoi du procès de P. Diddy et les premières plaidoiries des avocats étaient attendues le 12 mai. La procédure de sélection du jury a été connue sous le nom de voir dire. C'est un processus délicat qui vise à désigner 12 jurés capables de juger avec impartialité une affaire aussi sensible. Il y a eu de multiples accusations de violences sexuelles et de comportements abusifs et le juge a fait circuler un questionnaire de 27 pages auprès des jurés qui comprenait des dizaines de noms et c'est ça qui est sorti récemment sur les réseaux. On avait des noms comme Kanye West, Michael B. Jordan, Mike Myers, Michelle Williams ou encore Young Miami, entre autres. Alors je précise, ces personnalités elles sont pas directement impliquées dans l'affaire mais elles ont entretenu des liens passés avec P. Diddy, qu'il s'agisse de collaborations artistiques, de relations personnelles, d'appartenance à la même sphère médiatique et leur mention vise à vérifier
vérifier si les jurés potentiels seraient influencés par la notoriété ou les opinions culturelles et sociales pour vraiment pouvoir juger cette affaire. En fait, dans une affaire comme celle-ci, la neutralité du jury, c'est un enjeu fondamental. Les noms mentionnés dans les questionnaires sont susceptibles d'apparaître au cours du procès pour des témoignages, des pièces à conviction, des éléments de contexte, et certaines de ces personnalités citées ont été liées à l'artiste ou à son entourage, et malheureusement, le fait que ces personnes aient une certaine notoriété, ça pourrait influencer certains jurés, et donc le but, c'est vraiment d'avoir une équipe qui est totalement neutre. Je vous rappelle que plus de 30 personnes ont porté plainte pour des faits similaires par rapport aux premières accusations et on a plus de 120 témoignages qui ont été recensés dans le cadre de plaintes civiles. P. Diddy est désormais accusé d'avoir mis en place un système structuré à des fins d'exploitation facilité par son empire dans la musique, le divertissement et la mode. Au cœur du dossier, on a une vidéo de vidéosurveillance de 2016 qui a été enregistrée dans un hôtel où on voyait clairement Sean Combs frapper violemment Cassie Ventura. Des images qui ont été diffusées publiquement il y a quelques mois et qui ont fait l'effet d'une bombe. Les premières déclarations officielles des deux camps étaient attendues le lundi 12 mai 2025, ce qui marquait le véritable début du procès. La durée des audiences, tenez-vous prêts, est estimée à au moins 2 mois selon les médias américains, tellement le nombre de plaignants est élevé, il y a tellement de témoins et d'éléments à examiner. Les mouvements de libération de parole se poursuivent dans les industries du spectacle et ce procès, je pense, pourrait devenir une référence dans l'histoire judiciaire du show business américain et la présence indirecte d'autres figures comme Kanye West ou Michael B. Jordan dans le questionnaire de sélection ne fait que rappeler à quel point cette affaire est ancrée dans l'écosystème médiatique des États-Unis. Alors, contrairement à Gérard Depardieu tout à l'heure, je trouve que la manière dont, si tout se déroule comme ils le disent, le procès peut se dérouler ici. Bon, après, on est sur des... Est-ce qu'on peut comparer? Je pense pas. On est quand même sur des choses très graves ici également. Le fait qu'on fasse passer cette liste, qu'on essaye d'avoir un jury qui est neutre, qu'on essaye d'avoir vraiment le maximum de recul pour vraiment juger quelqu'un, je trouve que c'est très bien et je trouve que beaucoup devraient s'en inspirer. Évidemment, pour le moment, nous avons que ça. Je vous tiendrai au courant de la suite chaque semaine, mais j'avoue que c'est un procès qui va faire tellement de bruit médiatiquement parlant. Un autre procès qui se déroule actuellement au moment où je vous parle, c'est le procès de Kim Kardashian. Le mardi 13 mai, elle a fait une apparition remarquée au palais de justice de Paris, 9 ans après le braquage. Je vous rappelle qu'elle a été confrontée pour la première fois aux 10 hommes accusés d'avoir planifié et exécuté l'un des vols à main armée les plus médiatisés du 21e siècle. Ce qui a le plus choqué que ce procès, c'est le fait que Kim soit présente. Parce que c'est vrai que on se serait dit, elle va pas venir, elle s'en fout, tu vois, elle est dans son monde de strass et de paillettes. Mais non, elle était bel et bien là, elle était accompagnée de sa maman, Chris, et elle est arrivée au tribunal avec un tailleur noir qui montrait une tenue en fait très loin de ce qu'on peut connaître de Kim Kardashian. On avait un contraste total avec son image glamour. C'est une tenue que je trouve est symbolique et qui veut rappeler que ce jour n'est pas celui d'une star, mais celui d'une victime qui est venue chercher justice. Kim se tient très loin des exubérances, mais bon, il y a un détail qui était quand même là, les bijoux luxueux qu'elle portait, peut-être en clin d'œil à cette affaire. Est-ce que c'était une provocation, un message de puissance ou simplement une manière de reprendre le contrôle sur ce qui lui a été violemment arraché il y a quasiment 10 ans? Face au juge et aux agresseurs, Kim livre un témoignage bouleversant. Elle raconte ce qui s'est passé en 2016. Elle a dit qu'elle était seule en peignoir, qu'elle a été réveillée par 5 hommes masqués et armés déguisés en policiers, qu'ils ont menotté la réceptionniste, ils ont forcé l'entrée de sa chambre et ils l'ont ligotée, bâillonnée, menacée. Kim avait dit: prenez tout, mais laissez-moi vivre, j'ai des bébés. Elle était persuadée qu'ils allaient la violer et la tuer. Je vous rappelle que ça ne s'est pas passé, que finalement ils ont simplement, et je mets des guillemets, pris des bijoux. Et lors de l'audience, il y a eu la lecture par le président du tribunal d'une lettre d'excuse qui a été écrite par le cerveau du braquage. Kim lisait la lettre pour la première fois, elle a été émue, elle a fondu en larmes et elle a dit « Je vous pardonne, mais ça ne change rien au traumatisme ». Elle a dit « J'ai travaillé dans le domaine de la justice, je veux devenir avocate, je crois à la deuxième chance, mais je suis aussi, avant tout, une victime ». Le procès s'est tenu devant 3 juges et 6 jurés et il devrait s'achever d'ici la fin de la semaine. Les 10 accusés sont surnommés les papy braqueurs en raison de leur âge avancé. Et moi, je trouve que c'est ultra symbolique en fait de vous en parler et de vous raconter ça de cette manière parce que je vois vraiment
que lors de ce procès, on n'a pas eu affaire à Kim Kardashian, la star, on a eu affaire à Kim Kardashian, la femme victime d'un braquage absolument horrible. Et c'est vrai que j'ai pas d'affect particulier pour elle, je la connais pas, je suis pas le contenu, je vois un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Cependant, en tant que personne, et non pas en tant que star, elle me touche vraiment beaucoup parce que ce qu'elle a vécu, c'est absolument effroyable. Quasiment 8 ans, 9 ans après, elle est encore touchée par ça et c'est normal, ça a été un véritable traumatisme pour elle et elle a été une victime de ces hommes et je trouve déjà que c'est très courageux qu'elle aille se présenter au tribunal et surtout qu'elle parle de pardon, qu'elle arrive à pardonner. Franchement, je suis épaté. Vous me direz ce que vous en pensez, mais il est vrai que tout ça a fait beaucoup de bruit et je vous tiendrai au courant. Du coup, la semaine prochaine, ça serait un peu en retard ou alors je ferai une voix off si jamais il y a eu de la fin de ceci et de ce qui s'est passé. En tout cas, courage à Kim Kardashian, même si elle m'entendra jamais. Je termine par vous parler de Blake Lively, étant donné qu'il s'est passé des choses par rapport à Taylor Swift. Alors j'ai vu ça passer sur le Huffington Post également. Donc on a une affaire judiciaire qui oppose Blake Lively au réalisateur Justin Baldoni, qui a connu un nouveau rebondissement parce que Taylor Swift a été assignée à comparaître. Son nom n'apparaît pas directement dans les chefs d'accusation, mais c'est une chanteuse qui est proche de Blake et qui se retrouve citée dans des échanges. Si vous n'avez pas suivi, tout a commencé avec It Ends With Us, donc jamais plus en français, un film dramatique qui a été réalisé par Justin Baldoni. Dans ce long métrage, Blake Lively tient le rôle principal et il y a eu des désaccords artistiques profonds. En janvier 2025, Justin dépose plainte pour diffamation contre Blake et son mari Ryan Reynolds, accusant le couple d'avoir tenté de saper sa réputation et de se détourner du projet. Blake l'a accusé à son tour de harcèlement et donc on a eu une affaire qui a fait beaucoup de bruit. Dans ce contexte tendu, les avocats de Justin ont décidé de faire assigner Taylor à comparaître. On peut lire: Taylor n'a jamais participé de près ou de loin à la production du film, elle n'a pas été impliquée dans le casting, la mise en scène, le montage ou la bande originale, elle n'a même pas visionné le film que plusieurs semaines après sa sortie. Mais l'implication de Taylor, elle est là parce qu'il y a eu des messages échangés entre Blake et Justin qui ont été versés dans le dossier et dans l'un d'eux, Blake aurait invité le réalisateur à une réunion informelle dans son appartement à New York pour discuter d'un différend. Et les avocats estiment que cette rencontre avait pour but de faire pression sur lui pour accepter la nouvelle version de la scène et en gros tout ça pour essayer de mêler Taylor Swift à toute cette histoire et la faire comparaître. Elle n'est pas accusée de quoi que ce soit, mais sa présence dans cet échange en fait un témoin potentiel et selon la défense, elle pourrait corroborer ou infirmer le récit des événements tels qu'ils ont été expliqués par Blake Lively. Donc pour vous expliquer, en gros, Blake, Taylor et Ryan, ils ont une très grande amitié et je pense que ici le but est de faire venir Taylor Swift pour un petit peu créer des incohérences dans les versions de Blake et Ryan et créer des incohérences dans les faits pour peut-être tout simplement créer un porte-à-faux au niveau Blake-Ryan, si j'ai bien compris, parce que c'est une affaire très complexe. D'après ce que j'ai lu également, Taylor aurait rejeté officiellement l'assignation, mais il revient désormais au tribunal de décider si sa présence est indispensable ou non au procès. Le procès d'ailleurs est toujours en cours et d'autres noms pourraient bien émerger dans les prochaines semaines. Est-ce que la présence de Taylor Swift, bien qu'indirecte, pourrait modifier la perception du public et modifier surtout le déroulé du procès et potentiellement son issue? C'est ce que je pense cherche à faire la défense ici, donc le côté Justin, et on verra bien ce qu'il en est. Dans tous les cas, cette affaire, elle est extrêmement complexe. On est sur une affaire qui fait parler. Il y a plein de choses qui n'arrêtent pas de sortir, de ressortir, de se mêler. Si jamais vous souhaitez une vidéo ou une actu très complète sur tout ça, mettez-le moi dans les commentaires parce que ça se trouve vous n'avez rien compris à ce que je vous raconte là et c'est dommage. Voilà tout le monde pour le côté international de MTT aujourd'hui. On va passer aux deux gros dossiers. Je vous rappelle qu'on parle de Adixia et nous parlons de Camila. Avant d'entrer dans les gros dossiers, encore une fois, petit appel au like. N'oubliez vraiment pas si ça n'a pas été fait. Si vous m'écoutez sur les plateformes d'ailleurs de streaming de podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles également au podcast Mixosity. Ça aide beaucoup. Moi, je vous retrouve dans un instant. C'est parti, jingle! Tout avait commencé comme un conte de fées. Autrefois unis par les liens du mariage, Adixia et Simon sont aujourd'hui en pleine guerre froide. Tout est devenu très chaud entre les deux.
Une séparation qui en apparence était faite dans le respect mutuel, les deux sont aujourd'hui plongés dans un conflit ouvert. Et désormais, les attaques ne se font plus de manière invisible. Révélation choc, tacle public, insultes et révélations. J'ai déjà dit révélation. Bref, j'ai essayé de faire une intro à la Belle au bois dormant, tant pis. Adixia et Simon Ferraud étaient des personnalités qui ont marqué les esprits parce qu'ils se sont mariés dans Mariés à tout prix. En 2024, l'annonce de leur séparation est tombée comme un coup de tonnerre. À l'époque, pas de scandale, rien, juste une distance progressive. Ce calme n'était qu'une façade, parce que depuis quelques jours, les masques tombent. Ça aurait pu rester des choses intimes, mais ça a été transposé dans l'arène publique. Oh, je suis dramatique, j'adore. L'étincelle qui a tout déclenché, des photos et des vidéos de Adixia au bras de mon Nicolo Ferrari. Désolé, je me calme, mais c'est mon Nicolo Ferrari en fait. Ce rapprochement a été d'abord jugé amical mais finalement intime et n'a pas plu à Simon, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, qui a réagi sur TikTok. Avec la fameuse vidéo où il dit « Oh là là, mais elle invite tout le monde au même endroit », bref, une vidéo d'acting très mal réalisée. C'est une attaque que beaucoup ont perçue comme un pic direct envers Adixia, et Adixia avait dit il a besoin de faire des vues, c'est pour payer le divorce. Soyez sympa, cliquez. Il y a beaucoup de gens qui ont pas compris en fait pourquoi est-ce que Simon il a osé faire cette vidéo alors que c'est lui qui est parti. Enfin bref, moi non plus j'ai pas compris, c'était vraiment le culot du culot en personne. Apparemment il s'est excusé patati patata, mais c'est pas de ça dont on parle. L'ironie a cédé la place à une colère bien plus profonde. Adixia a pris la parole en story Instagram et elle a livré sa version de la séparation et elle a balayé, selon elle, l'image, selon elle, mensongère, selon elle, que Simon tente de faire passer au public. Adixia a voulu dire toute la vérité, rien que la vérité. Alors, sa story dure 5 minutes. Je vais pas vous la mettre complètement ici, je vais vous mettre 2 minutes, mais je vais un peu vous citer tout ce qu'elle a dit. Elle dit « Je vais lui donner un peu de crédit, mais qu'il ne vienne pas me faire la morale sur ma nouvelle relation, parce que c'est quand même lui qui m'a quitté et pas dans les meilleures conditions. Il m'a quitté comme une merde à un moment où moi aussi j'étais mal. Il a même pas pris une demi-journée pour faire ses affaires et se barrer comme un voleur. Je trouve ça mais tellement choquant, si c'est vrai. Elle affirme que la rupture a été brutale, sans explication claire et vécue comme un abandon en pleine tempête. Elle dit on était mariés, j'étais censé être sa femme, il m'a laissé seul du jour au lendemain. Malgré ces mots, Adixia affirme ne pas vouloir alimenter davantage les conflits, mais elle dit que sa patience elle a des limites, qu'elle a pas envie d'une guerre, mais que s'il la cherche, il va la trouver. Et ouais, Adixia, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit aussi que le temps du silence, il est terminé, qu'elle veut protéger son intégrité, son image, mais surtout qu'elle veut en fait avoir droit au bonheur. Et il y a beaucoup qui ont soutenu Adixia en disant elle a raison de parler, il faut pas laisser les mecs manipuler les récits. Il y en a d'autres qui ont dit le linge sale, ça se lave en privé, c'est triste pour leur histoire. Alors, je vais me faire un petit peu avocat des deux camps. Pour elle a raison de parler, faut pas laisser les mecs manipuler les récits. Je suis d'accord avec ça, dans le sens où si tu as quelqu'un qui est en train de donner une seule version de ce qui se passe, qui n'est pas la version, mais qui est sa version bien enjolivée pour qu'il se fasse passer pour le prince charmant, eh bien, je peux comprendre que Adixia en ait marre et qu'elle veuille en fait en parler et rétablir sa vérité. De l'autre côté, comme je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui a dit le linge sale, ça se lave en privé, c'est triste pour leur histoire. Et je suis d'accord aussi. Je suis d'accord aussi parce que si, je sais pas, ils s'étaient appelés ou même s'ils s'étaient insultés par message, mais entre eux, les choses auraient pu se calmer aussi rapidement et peut-être que leur lien aurait pu revenir entre eux. Là, le linge sale est lavé en public. Donc dans tous les cas, les internautes prendront un camp et défendront leur camp, même si je pense pas que ce soit ok de faire ça. Mais dans tous les cas, les choses vont rester. Après, excusez-moi, mais c'est Simon qui a fait son TikTok. C'est Simon qui a décidé d'attaquer Adixia en public alors que c'est Simon qui l'a quitté et qui se serait barré comme un voleur. Quoi qu'il en soit, le débat est là et l'effet viral du conflit fait grimper les vues, autant pour Simon que pour Adixia. Effectivement, on peut aussi parler de tout l'enjeu médiatique et buzz qu'il y a autour de ça. On le sait, les relations amoureuses font parler, on le sait, les ruptures font parler, donc peut-être qu'aussi elle rebondit là-dessus pour que nous parlions d'elle et pour que tout simplement les vues augmentent. Au-delà de ce clash, il y a une chose qui est quand même Adixia, j'ai dit il y a une chose qui est quand même il y a une chose qui est quand même claire, pardon. Adixia veut reprendre sa vie aux mains. Son rapprochement avec Nicolo, quel qu'en soit le degré, apparaît comme une nouvelle étape dans sa vie et une nouvelle reconstruction. Ça peut être aussi une revanche douce après des mois à panser ses blessures.
Elle dit qu'elle a le droit d'être heureuse, qu'elle a le droit d'aimer à nouveau. Évidemment, c'est quelque chose qu'elle revendique haut et fort et je suis totalement d'accord avec elle. Simon Ferro n'a pas répondu officiellement aux accusations d'Adixia. Alors peut-être qu'il en a parlé avec elle en privé, j'en sais rien, mais je pense que l'histoire Adixia et Simon n'a pas dit son dernier mot. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont laissées sous le tapis qui pourraient bel et bien émerger avec le temps. Je vais donner un petit peu de crédit, hein. Pour moi c'est cadeau, ça me fait plaisir. Et surtout je vais pas pouvoir m'en empêcher. Par contre je vais pas en parler 1000 ans, mais je vais pas m'en empêcher si je vois quelque chose qui me dérange. Surtout pour le petit rigolo qui fait des vidéos à la François Lambrouille, extrêmement drôle d'ailleurs, qui apparemment, comme Bastos a dit si bien hier dans son live, m'aurait mis KO. Genre cette vidéo m'aurait mis KO. Du coup il va prochainement dans le live de Bastos. Vous savez, comme il a fait 2 jours après m'avoir quitté comme une merde, et qu'il a cautionné à ce moment-là ce que Bastos disait sur moi. Après, à la limite, je m'en fous parce que je comprends, Bastos c'est son seul ami, il a besoin de lui, enfin genre il a dû l'appeler, frérot, vas-y, je suis en train de me faire terminer sur les réseaux, je viens dans ton live, il sait que Bastos a la facilité de me dénigrer, enfin de me descendre, et de défendre Simon. Donc à la limite, je m'en fous, mais pourquoi dire en vrai ? Pourquoi dire ? Parce que clairement, moi, s'il faut refaire tout le topo de l'histoire, je le refais. Hein. Quoi dire ? Pour me dire qu'il m'a quitté comme une merde, un moment où c'était compliqué pour moi aussi, et que j'étais entre la compréhension et la colère, parce que j'aurais pu tellement être en colère, parce qu'on était censé être mariés, j'étais censée être sa femme, et qu'il me quitte avec un loyer à 2005 que je payais toute seule, et avec les impôts sur la gueule. Il a pris même pas une demi-journée à faire ses affaires et à se barrer comme un voleur. Oui, j'aurais pu être énervée. J'ai été compréhensive et que j'ai accepté qu'il me quitte, finalement, parce qu'il a eu un drame dans sa vie, et que forcément, je pouvais pas ressentir ce qu'il ressentait. J'ai compris plein de choses, j'ai compris qu'il avait besoin de repartir dans le sud, etc. Ok, oui, on a compris tout ça. Moi, forcément, j'étais aussi dans le déni parce qu'il m'a dit dans ma gueule plusieurs fois qu'il m'aimait plus, qu'il avait plus de sentiments. Moi, la conne, évidemment, je voulais l'attendre. Mais en vrai, j'étais trop gentille, mais vraiment, quand j'y pense maintenant, je me dis, mais putain, j'étais conne, quoi. Vraiment, parce que genre, le mec, il te fait ça, et moi, je lui dis encore, je vais t'attendre. Mais je suis une folle, en fait. À un moment, les gars, c'est parce qu'à vous écouter, je dois rester en dépression genre 10 ans. Mais moi j'ai quand même un mental, dans le sens où ma communauté m'a quand même vachement aidé avec vos messages. Enfin, vous m'avez beaucoup aidé avec vos messages, mon entourage. À un moment je me suis dit, meuf, vas-y, tu vas pas pourrir pour un mec qui te dit dans ta gueule je t'aime plus. Enfin, continue ta life à un moment donné. Du coup, je suis partie faire ce nouveau tournage qui m'a fait extrêmement du bien. Et malgré qu'on continuait à échanger, Simon et moi, j'ai quand même été honnête, lui faire part que, même si en soi, je n'ai aucun compte à lui rendre, j'ai préféré lui dire ce qui se passait avec Nicolo quand même, pour pas qu'il la prenne ailleurs. Qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'il était en dépression en Belgique ? Enfin, je sais pas, ça a été filmé le jour où j'ai dit que par précaution, je préférais ne pas déménager cette fois-ci par amour. J'avais envie de penser à moi et rester dans mon pays. Il y avait tous mes proches, ma mère, ma grand-mère, ma cousine. Il a dit haut et fort, je relèverai ce défi. Partir de là où il était. Ok, mais qu'est-ce que moi j'en peux que le temps il est défavorable en Belgique, qui travaille dans les jardins et que l'hiver, malheureusement, il n'y a pas trop de travail. Malgré que mon père, quand même, lui a présenté des clients. Malgré qu'en attendant, je l'ai intégré dans mon agence de placement de produits, où il avait quand même une maison esthétique pour qu'il puisse faire son contenu. J'ai été mannequin pour sa marque, j'ai défilé pour sa marque, j'ai fait des photos pour sa marque, pour qui je l'ai quand même aidé. Et tout ça sans lui demander, enfin sans rien lui demander en retour. Et que le pire, c'est qu'il repartait quand même 1 fois par mois, 2 à 3 semaines dans le sud. Je l'ai jamais interdit d'aller voir sa fille ou quoi que ce soit, mais jamais de la vie. Donc j'ai essayé de lui offrir quand même une belle vie, qui se sente chez lui, j'ai essayé de le rendre heureux comme je pouvais en fait. J'ai quand même tout donné. Ma famille et moi, on a tous été dans la compréhension qu'il me quitte comme ça, comme une vieille chaussette. Franchement, à un moment, les gars... Honnêtement, mon avis, je pense que c'est vraiment dommage qu'il se déchire comme ça sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'Adixia, en fait, elle en a eu marre, je trouve que c'est quelqu'un qui défend beaucoup les relations qu'elle a eues, qui défend beaucoup les petits amis qu'elle a eus, et ici, je pense qu'elle en a eu tout simplement marre, en fait, de voir une version qui n'est pas la vérité, mais la vérité d'un côté, même si, attention, je dis pas qu'Adixia détient la vérité, je dis juste qu'elle avait envie de répondre à des choses qui peut-être lui font du mal, et peut-être qui... mériterait d'avoir un autre côté de l'histoire et pas que celui de Simon Ferro. Donc je peux comprendre finalement qu'elle ait pris la parole. Cependant, c'est vraiment dommage que tout ça soit lavé en public parce que je pense qu'il mérite mieux, avec un S, donc les deux méritent mieux que ça comme fin. Parce que leur histoire était quand même belle. Vous me direz ce que vous en pensez et j'espère qu'elle prend soin de mon Nicolo.
Je termine les gros dossiers et l'émission avec Camila. On a eu un update par rapport à son frère, il fallait que je vous raconte. Évidemment, on a appris que son jeune frère a été victime d'un acte de violence extrême, qu'il a été hospitalisé dans un état grave. La nouvelle était brutale et inattendue et elle a ému une grande partie du public. Selon les informations relayées par le célèbre blogueur Aquababe, le frère de Camila aurait été sauvagement agressé par un groupe d'une quinzaine d'individus dans le 10e arrondissement de Marseille. Le jeune homme aurait été laissé pour mort après avoir été dépouillé de ses papiers d'identité. La scène aurait éclaté à la suite d'un échange tendu avec un membre d'un réseau local. Toujours selon Aquababe, les assaillants auraient découvert l'identité familiale de la victime, la famille Tir, connue et redoutée dans certains quartiers de Marseille, ce qui aurait pu aggraver la situation. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui parlaient de vengeance et de tensions croissantes et même la police aurait commencé à faire des rondes. Dès l'annonce de l'agression, Camila elle a interrompu toutes ses activités professionnelles, elle a quitté Dubaï, elle a regagné la France, elle a dit « Je crois devenir folle de ce qui est en train de se passer, je vous en supplie, priez pour lui ». Très vite, le silence s'est installé, un grand silence interprété par certains comme inquiétant, voire malheureusement révélateur. Des rumeurs ont circulé, certains internautes ont été dire que cette affaire aurait pu être un accident mortel survenu à Marseille, donc rien à voir avec la version d'Aquababe, et Camila avait dit que ça n'avait rien à voir avec un accident de la route, que même dans leur douleur, on cherchait à les nuire. Nouré de son côté disait « On continue de prier car nul n'est plus puissant qu'Allah, merci à tous ». Aquababe est souvent bien informé et dès qu'on lui a posé la question, encore une fois en mode « Est-ce que tu as des nouvelles ?», il a décidé de répondre mais il a répondu autrement. Il a dit que la situation était très compliquée et qu'il préférait laisser Camila et Nouré s'exprimer. Pendant toute cette épreuve, Camila et sa famille ont choisi le silence, la prière et la dignité, contrairement à la tendance d'exposition permanente sur les réseaux sociaux. Là, elle voulait protéger sa douleur, protéger sa famille et celle de ses proches. Il y a d'ailleurs un hashtag qui est devenu ultra tendance malgré tout ça. C'est le hashtag Force pour Camila qui a commencé à circuler, témoignant d'une grande solidarité. Aux dernières nouvelles, le sort du frère de Camila restait incertain et l'agression soulevait des questions sur la violence urbaine et les tensions locales à Marseille, l'insécurité qui peut frapper même les figures médiatisées. Après plusieurs semaines d'angoisse, de silence et d'inquiétude, on a eu un message partagé lundi 12 mai. Un message qui parle de l'état de santé de son frère. Sur Instagram, elle prend la parole avec émotion et elle dévoile une photo de leurs mains entrelacées. Elle dit « Par la grâce de Dieu et grâce à toutes nos prières et nos invocations, aujourd'hui, le 12 mai, ça fait pile un mois que ce cauchemar a commencé. Je voulais vous remercier du plus profond de mon cœur pour tout. Cet élan de solidarité et de soutien nous a profondément touchés et réconfortés. La route sera longue, mais il revient doucement à la vie. » La publication a déclenché une vague d'émotions sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de messages de soutien. Tous les jours, on pense à vous. Quel soulagement. J'ai vu la photo dans mon feed, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Merci pour cette mise à jour. On prie pour lui tous les jours. On a aussi pas mal de personnalités qui ont réagi, comme Nabila, Fidji ou Stéphanie Durand, qui ont mis des messages de soutien et d'amour. Je veux rappeler quand même que l'état de santé du frère de Camila a plongé ses proches dans une spirale de douleur. Pendant plusieurs jours, on n'a eu aucune nouvelle. Aujourd'hui, on est sur une amélioration, mais Camila reste lucide. La route sera longue, comme elle l'a dit. Donc, on a des soins intensifs, des rééducations éventuelles, des cicatrices psychologiques. Mais d'après ce qu'on peut comprendre, le plus dur serait derrière eux. Et donc, il se pourrait que les choses ne fassent que s'améliorer. Évidemment, c'est une affaire aussi qui est extrêmement douloureuse et triste, je pense. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils essayent de buzzer sur les réseaux avec ça, d'attirer une sympathie. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Je pense que juste, ils ont partagé quelque chose parce qu'ils avaient besoin d'en parler, mais ils ne sont pas là à en faire du contenu tous les jours. S'ils en parlent, c'est pour donner des nouvelles. Et j'arrive même pas à comprendre comment est-ce qu'on peut parler de buzz sur un truc aussi grave et aussi négatif. Enfin bref, j'espère sincèrement dans tous les cas que ce n'est pas le cas, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Vous me direz ce que vous en pensez et j'envoie tout mon soutien à Camila et à sa famille. J'espère que vous allez déjà bien de votre côté. Du mien, je vais évidemment mieux. Voilà, puisque comme je vous l'annonçais, mon frère s'est réveillé. Vous savez, vous avez dû lire, voir, même s'il y a eu beaucoup de fausses infos qui ont circulé, mais vous avez compris l'immense peine dans laquelle on était, l'immense drame qu'on a vécu avec ma famille. Et je vais tâcher de faire une story assez cohérente, mais pas trop triste non plus, puisque je me réjouis du fait que mon frère se soit réveillé. Et même si ça a été extrêmement dur et douloureux pour nous tous, on ne peut pas non plus ne pas prendre en compte que ça va mieux. Et c'est pour ça que je suis là, que vous m'avez face à vous aujourd'hui. Sinon, je pense que j'aurais coupé pendant je ne sais combien de temps. De toute façon, je m'étais vraiment détachée d'absolument tout ce qui ne concernait pas ma famille. Puisque c'est dans ces moments-là, comme vous vous doutez, qu'on remet toute sa vie en jeu et qu'on se rend compte
de l'essentiel et de ce qui ne l'est pas. Voilà. Et vous savez, j'étais partagée depuis un mois, parce que ça fait exactement 1 mois et 3 jours. J'étais partagée entre un sentiment de peine profonde, la plus grande peine de ma vie, le plus grand drame de ma vie et le plus gros chagrin de ma vie. Même si je pensais en avoir connu auparavant, mais je me dis qu'en fait tout ce que j'ai pu connaître auparavant, c'était absolument rien à côté de ce par quoi on est passé. Et à la fois, la haine. J'ai jamais eu la haine comme je l'ai eu et comme je l'ai encore à l'heure actuelle, puisque malheureusement, heureusement que ma peine a diminué, de par le réveil de mon frère, mais ma haine, elle n'arrive pas à diminuer et je ne sais pas si elle arrivera à diminuer un jour. Voilà, il était en pleine hémorragie, dans le coma, donc c'était la fin. Ça ne tenait même pas qu'à un fil, ça tenait à, je sais pas, à quasiment rien. Et le médecin qui l'a opéré lui a sauvé directement la vie le soir même, sinon il ne serait plus parmi nous aujourd'hui. Mais le problème après, c'était un long coma. Et on sait qu'on peut ne pas se réveiller d'un coma. On peut se réveiller difficilement d'un coma et on peut avoir de très gros handicaps de par le réveil d'un coma, suite au réveil d'un coma. Et c'était du coup nos plus grosses craintes, déjà que mon frère ne se réveille pas, puisque son pronostic vital a été longtemps engagé. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, quand je vous disais torture psychologique, c'était une torture psychologique. Tu as l'impression qu'à l'intérieur, ça te ronge, que ton cœur se ronge, que tu as du mal à respirer et des angoisses permanentes du matin au soir. Tu peux plus dormir la nuit, tu vois tout. C'était très, 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 très compliqué. Je sais que les personnes qui sont passées par là le comprennent. Et c'est pour ça que les personnes qui nous ont accompagnés durant notre épreuve à travers le service de l'AREA, dans le service de l'AREA, que ce soit les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, le personnel là-bas de l'hôpital aussi, ont été juste formidables. Et ils ont fait des miracles sur mon frère. Voilà, donc on sait que les miracles viennent de Dieu. Et mon frère est aujourd'hui, d'ailleurs on l'appelle tous comme ça, un miraculé. Mais ils y sont pour beaucoup. Et je tenais vraiment à commencer cette story par les remercier. Je leur suis et leur serai d'ailleurs reconnaissante toute ma vie de ce qu'ils ont fait pour mon frère, de nous avoir ramené mon frère parmi nous. Je parle au nom de toute ma famille d'ailleurs, et puisqu'on pense tous la même chose, on leur est tellement reconnaissant de ce qu'ils ont fait. On voit que c'est un travail qui est très difficile, un travail que je ne connaissais pas spécialement moi, puisque je ne suis pas dans ce corps de métier. Et c'est vrai que j'ai eu très peu de cas de ce genre-là autour de moi. Mais une fois que tu y es et une fois que tu subis en fait cette peine, tu te rends compte du travail qu'il y a derrière, tu te rends compte des personnes qui reçoivent tous les jours, des personnes accidentées, des personnes agressées, etc. Et c'est vraiment un métier en or qui nécessite un mental d'acier et surtout un grand cœur. Et ça a été le cas. Moi en tout cas je les vois comme ça, ces personnes-là, c'est des héros tout simplement. Les services en réanimation, même je pense à travers tous les hôpitaux confondus en France et dans le monde, vous êtes des héros. Et je tenais à commencer cette story en vous remerciant encore une fois du fond de mon cœur et en saluant votre travail. Et tout simplement, vous nous avez sauvé la vie de mon frère. La première fois qu'on s'est vus, vous et moi, c'était il y a 1 mois et 3 jours. Ma dernière story ce jour-là, c'était d'ailleurs le partage de la fête de l'école de mes enfants. Le soir, on est sur la route avec Noré et les enfants. Et là, on reçoit un message. Message disant à Noré, Noré, tu as vu ce qui se passe avec le frère de Cam? Noré dit non. Et on nous apprend que mon frère est dans le coma, avec un pronostic vital engagé, suite à une agression. Voilà tout le monde pour l'émission Mix the Tea cette semaine. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser et vous plaire, vous donner plein d'informations que vous n'avez pas eues, des avis que vous n'avez pas eu non plus, et tout simplement les petites infos qui se sont déroulées cette semaine quoi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker l'émission, on essaye d'atteindre les 1500 likes cette semaine, de commenter n'importe quoi, ce que vous avez pensé des actus, ce que vous pensez de mon look, peu importe. Mon but ici est de créer de l'engagement, mais également de vous lire et vous répondre. Vous le savez que je vous réponds, donc ne faites pas semblant. Abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et comme emoji de la semaine, je pense que vous vous en doutez, j'aimerais voir des oranges dans mon espace commentaire. On en avait mis il y a pas longtemps, mais là franchement, le pull est de mise. Je vous embrasse très fort, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous retrouve demain, mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour des nouvelles vidéos si tout se passe bien. Et également dimanche à 10h30 pour un nouvel épisode de Mix the Tea. Je vous embrasse, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Passez un très bon dimanche ou un bon début de semaine. Bye tout le monde, c'était Rudy.